Chapitre 1. La fête du jardin. C'était un de ces après-midi de fin d'été à Rose Hill où l'air semblait presque trop immobile, comme si le village lui-même retenait son souffle. Le soleil, chaud mais non oppressant, éclairait le jardin du presbytère où des tables étaient dressées avec des génoises, des pains aux graines et des plateaux de pots de confiture, attendant le jugement du concours annuel de la fête. Des dames âgées en robe pastel allaient d'un stand à l'autre avec une fierté discrète, tandis que les plus jeunes s'affairaient avec des rubans pour enfants et des tombolas à 1 sou. Miss Jane Marple, confortablement assise à l'ombre d'un châtaignier, n'était pas une concurrente officielle cette année, bien que sa confiture de fraises fût autrefois réputée dans 3 paroisses. Ses doigts, soigneusement repliés sur ses genoux, étaient pâles et délicats, et ses yeux, bleus et d'une douceur trompeuse, ne manquaient que peu de ce qui se passait devant eux. Elle avait déjà remarqué avec son amusement discret habituel que Madame Edith Blakely avait encore une fois emprunté une recette. La femme faisait passer un gâteau aux pommes du Dorset pour le sien, alors que Jane aurait juré avoir vu la même recette extraite d'un Ladame 2 semaines plus tôt seulement. Monsieur Percival Trant, l'avocat, affirmait haut et fort qu'il avait acheté son billet de tombola, non pas pour tenter de gagner un prix, mais simplement pour soutenir la paroisse, bien qu'il se soit, avec une ardeur remarquable, renseigné sur la théière en argent parmi les objets exposés. Ces petites hypocrisies étaient, songea Miss Marple, les fils conducteurs de la vie du village. Elles ne causaient aucun mal, hormis de légères irritations, et étaient aussi naturelles que respirées. Ce qui était moins habituel, en revanche, c'était la vue de l'épouse du révérend Latham s'agitant anxieusement autour du stand de livres. Le stand lui-même était modeste. Une table à tréteaux, dressée près de la bordure de rose, chargée de volumes abîmés, donnés par les villageois pour une vente caritative. Madame Latham s'en était occupée avec calme et efficacité pendant des années, rangeant les romans et les recueils de sermons en rangées soignées. Aujourd'hui, cependant, sa main tremblait en ajustant les piles. Miss Marple, sirotant sa limonade légère, observa la femme du pasteur se pencher vers son mari et murmurer quelque chose. Son front clérical se fronça. Un léger froncement de sourcils, perplexe, creusa les traits de Jane. À ce moment précis, une interruption des plus fâcheuses se produisit. Un cri retentit au fond du jardin, là où le stand de tombola avait attiré une petite foule. Ce cri fut suivi d'un cri strident, indéniablement féminin. Les villageois se retournèrent, leurs voix s'élevant avec inquiétude, tandis que 2 hommes s'avançaient précipitamment. Miss Marple, les mains toujours jointes, se pencha simplement en avant sur sa chaise, son regard se rétrécissant. Le corps de M. Arnold Sims, un instituteur à la retraite, respectable quoique quelque peu sévère, fut découvert étendu sur l'herbe. Ses lunettes brisées gisaient à côté de lui, et bien que le docteur Grafton, appelé aussitôt, se soit penché pour l'examiner, il ne faisait aucun doute que ses membres étaient inertes et sans vie. Un murmure se répandit rapidement, tel un vent dans le blé. « Crise cardiaque », dit aussitôt quelqu'un. « Pauvre homme ! Surmenage !» Mais le regard de Miss Marple, clair et pénétrant comme celui d'un oiseau, était fixé non pas sur le cadavre, mais sur l'étal de livres au bord du jardin. Car elle avait vu dans ce bref tumulte Madame Latham ramasser précipitamment un petit registre relié en cuir et le presser contre sa poitrine, avant de le glisser dans son sac à main avec un regard anxieux. Et lorsque la femme du vicaire se retourna, elle était aussi pâle que les nappes de lin qui recouvraient la table à gâteaux. Miss Marple soupira doucement. La mort lors d'une fête champêtre était rare, mais combinée à des pages arrachées d'un livre, elle suggérait que la tranquillité de Rose Hill allait être profondément perturbée. Chapitre 2. Chuchotement le long de la rue principale. Le lendemain matin, la pelouse du presbytère avait retrouvé sa sérénité habituelle, comme si l'herbe avait le don d'oublier ce qui s'était passé. Les banderoles furent retirées tôt,
et les stalles démontées avec une rapidité qui suggérait une volonté d'effacer tout souvenir d'une mort des plus inopportunes. Rose Hill, cependant, n'avait aucune intention d'oublier. Il n'en a jamais eu l'intention. L'oubli est un luxe urbain. Les villages se souviennent très bien. Les boutiques de la Grand-Rue étaient ouvertes comme d'habitude. L'épicerie de M. Tibet, avec ses pommes de terre disposées en pyramide telle une statue romaine, Madame Price à la poste reniflant en triant les enveloppes, le garage à vélo de M. Fairweather, étrangement animé après chaque fête du village, car les enfants avaient le don de tester les freins quand les adultes étaient occupés. Pourtant, un silence régnait sous le vacarme habituel, et les conversations coulaient à flots, s'accumulant et tourbillonnant partout où deux personnes s'arrêtaient. Miss Marple, qui trouvait qu'un bref repos après le petit déjeuner favorisait à la fois la digestion et l'observation, passa d'un pas tranquille devant les quincailliers et le mercier. Elle portait son manteau bleu marine de service et un petit chapeau qui avait connu des étés plus cléments, et transportait son tricot dans un petit sac, non pas par intention de tricoter, mais parce qu'on est beaucoup moins sur ses gardes quand on a les mains occupées. Au salon de T. Sawyer, où les scones étaient réputés et les ragots encore plus, elle marqua une pause. La nouvelle serveuse, une jeune fille nerveuse au nez rouge et gercé, fit une révérence et apporta à Miss Marple son thé en porcelaine léger préféré, sans attendre qu'on le lui demande. À la table du coin, Madame Edith Blakely se penchait sur sa tasse avec intensité, se confiant à Madame Pierce de la boutique de draperie. Et en plein milieu de la fête, disait Madame Blakely, du ton essoufflé de quelqu'un qui raconte un naufrage. Un homme bien, en plus. J'ai toujours dit que M. Sims avait de la prestance. Le genre de maître d'école dont on se souvient, vous savez. Des lignes de crénette, très fermes sur les verbes. Présence, répéta Madame Pierce, qui aimait les mots autant qu'elle aimait le ruban de satin. Pensez-vous que c'était une conclusion naturelle ? Elle jeta un coup d'œil autour d'elle et baissa la voix. Une conclusion naturelle, après une vie bien remplie ? Eh bien, dit Madame Blakely en ajoutant nonchalamment un morceau de sucre à son thé. Le docteur Grafton a très vite dit « cœur ». Mais mon Percy, Monsieur Blakely, vous savez, dit avoir senti une odeur étrange quand ils ont soulevé la pauvre chérie. Quelque chose d'âcre. Elle prononça la dernière syllabe comme si elle allait piquer. Miss Marple inclina légèrement la tête et enfila ses aiguilles à tricoter dans la laine, comme pour compter les mailles. Une odeur âcre pouvait être due à plusieurs choses. L'herbe, la limonade renversée, voire le cirage du laiton de la tombola. On remarquait souvent les odeurs après coup. Les souvenirs s'aiguisent sous l'effet de l'importance. Et puis, continua Madame Blakely, il y a la question du livre. Madame Pierce semblait perplexe. Le livre ? Le stand de livres, se corrigea Madame Blakely comme pour paraître modeste. Madame Latham tient les comptes depuis des années. Elle était dans un état lamentable, blanche comme un linge. Percy dit qu'elle a glissé quelque chose dans son sac à main. Un grand livre, probablement. On ne peut s'empêcher de se poser des questions. Et il vaudrait mieux ne pas le faire, observa doucement Miss Marple, depuis sa table près de la fenêtre, comme si on lui avait adressé la parole. Les deux dames tressaillirent et se retournèrent, découvrirent Miss Marple et parurent un instant confuses. Puis, la curiosité étant plus forte que la gêne dans les petites communautés, elles se levèrent et s'approchèrent de sa table avec leurs tasses. « Ma chère Miss Marple !» s'exclama Madame Blakely en s'asseyant sans y être invitée. « Quel réconfort de voir un visage raisonnable. Nous disions simplement. Cette spéculation est peu charitable ?» suggéra Miss Marple avec un sourire qui ôta toute morsure à la réprimande. Pourtant, la nature humaine finit par l'emporter. Monsieur Sims était, je crois, un veuf aux mœurs régulières. « Oh oui, dit Madame Pierce, ponctuel comme la poste. Il allait à la bibliothèque tous les jeudis. Il avait des règles très strictes concernant les retours de livres. Il disait qu'un village où les bibliothèques étaient laxistes verrait bientôt ses mœurs se suivre. Madame Blakely renifla. Et pourtant, il pouvait être, oh, pas méchant, mais très exigeant.
J'ai eu une nièce autrefois, Millie, qui a raté un examen sous sa direction. L'enfant a été anéanti. Elle a épousé un employé de bureau de Letchworth. Je vois, dit Miss Marple. Il a donc enseigné à beaucoup de gens. La moitié des hommes de Rose Hill se sont fait taper sur les doigts à un moment ou à un autre, dit Madame Blakely avec une certaine délectation. Et les femmes se faisaient gronder pour avoir chuchoté au dernier rang. Il se souvenait de tout. Certains hommes s'améliorent avec la retraite, d'autres ont simplement plus d'heures pour s'entraîner. Une petite cloche tinta lorsque la porte du salon de thé s'ouvrit et le sergent Tom Pritchard entra, apportant avec lui une bouffée d'air pratique. C'était un jeune homme solide et soigné, à la moustache pâle, et il avait l'air important comme une sacoche. Il commanda un sandwich au jambon comme s'il s'agissait d'un mandat. « Bonjour, Miss Marple », dit-il en inclinant la tête. « Mesdames. » Il hésita, puis ajouta d'une voix juste assez forte. « Je mets en garde tout le monde contre tout bavardage intempestif. L'inspecteur va vous poser des questions tout à l'heure. »« L'inspecteur » souffla Madame Pierce, comme si le mot lui-même pouvait porter un chapeau melon. « Inspecteur Hardwick de Melchester, » dit le sergent Pritchard. « Vous avez la main très ferme. Nous ne dérangerons personne plus que nécessaire, mais la rapidité est de mise. Si quelqu'un a remarqué quelque chose d'inhabituel hier, les mouvements du défunt, les rafraîchissements qu'il a pris, une dispute, mieux vaut s'en souvenir maintenant. » Il mangea son sandwich d'un air solennel et partit, laissant derrière lui un sillage de spéculations d'autant plus vigoureuses qu'il avait été découragé. Miss Marple termina son thé et, après quelques mots aimables à la serveuse, reprit son souffle. De l'autre côté de la rue, une table pliante était adossée au mur du presbytère, et la femme du pasteur, Madame Latham, émergea du portail latéral avec un panier de linge. Elle sursauta en voyant Miss Marple, puis sourit un peu trop vite. « Ma chère Miss Marple, » dit-elle en s'occupant des torchons, « quelle affreuse affaire! J'ai à peine dormi. »« J'en suis sûre que non, » répondit Miss Marple d'un ton compatissant. « Ce doit être un fardeau de présider une fête qui se termine si tragiquement. On s'en souviendra pendant des années, et c'est dur pour le linge. » Madame Latham laissa échapper un petit rire surpris au bord des larmes. « Vous savez toujours ce qu'est la gentillesse. Ce n'est pas dans le manuel, n'est-ce pas? En cas de catastrophe, trempez le nid d'ange dans de l'eau tiède et ajoutez une goutte d'ammoniac. » Elle déglutit. « Je suppose que je suis stupide. »« Pas du tout, » dit Miss Marple. « Il est raisonnable de s'occuper des réparations que l'on peut faire. Puis-je vous accompagner jusqu'à la porte latérale? J'avais l'intention de vous demander, le stand de livres a-t-il reçu beaucoup de dons cette année? » « Oh, un bon nombre, » dit Madame Latham en ouvrant le petit portail donnant sur le chemin du presbytère. « Les gens sont généreux. Monsieur Sims lui-même a apporté un paquet de livres. Il le faisait toujours, pour occuper les esprits, disait-il. »« Très consciencieux de sa part, » murmura Miss Marple. « Il avait l'air d'un homme qui aime les enregistrements soignés. Je me souviens de ses visages. Il jette un coup d'œil dans la sacristie pour vérifier si les numéros des cantiques sont bien accrochés. Vous devez être reconnaissant pour votre registre. » Les mains de Madame Latham se crispèrent sur l'anse du panier. Une légère pâleur apparut aux jointures. « Oui. C'est-à-dire, je tiens un petit carnet pour noter les sommes et les acheteurs pour les comptes. C'est très ennuyeux, Miss Marple. » L'ennui, dit Miss Marple, est d'un grand réconfort quand il faut présenter des comptes à un inspecteur. Il vous le demandera, vous savez. Les hommes sont tellement rassurés par les comptes rendus qui s'additionnent. Madame Latham s'arrêta à la porte. Un instant, son regard croisa celui de Mademoiselle Marple, et quelque chose, la peur ou un effort obstiné pour se contrôler, le traversa. « Vous êtes toujours franc avec moi, » dit-elle avec un sourire pâle. « Je serai franche en retour. » Le registre n'est pas tout à fait en ordre. Ce n'est pas dans l'ordre? Il y a des feuilles manquantes, dit Madame Latham d'une voix très basse. Je les ai trouvées en allant faire les calculs. Plusieurs feuilles, vers le milieu. Elles étaient complètement arrachées. Ça ne peut être arrivé qu'hier, car j'ai vérifié la veille. Et vous avez mis le livre dans votre sac à main, observa Miss Marple comme pour faire une remarque sur le temps. Naturellement. Un registre en désordre est source de malentendus. Cela semblait préférable.
murmura madame Latham. J'ai pensé... Quelqu'un pourrait dire « Oh, je ne sais pas ce que j'ai pensé, seulement que le vicaire ne devait pas être impliqué. J'avais l'intention de le prévenir hier soir, mais il avait des affaires paroissiales, et... Puis la police est arrivée. L'inspecteur Hardwick doit passer à 11 heures. Vous lui montrerez le livre, bien sûr, dit doucement Miss Marple, et si vous ne vous souvenez pas de tous les chiffres, avouez votre faillibilité. La vérité est plus claire que n'importe quel grand livre. Madame Latham hocha la tête, et un soupir lui échappa, comme si une valve s'était ouverte. Oui, vous avez raison. Je craignais... Il y a des noms sur ces pages, mademoiselle Marple. On demande des reçus de gift-aid de temps en temps, vous savez. Les gens peuvent être très exigeants. Les feuilles manquantes feront scandale pour rien. Des noms, répéta Miss Marple comme s'il s'agissait d'un petit objet compréhensible qu'on pourrait poser sur une étagère. De telles choses s'égarent, mais elles se débrouillent rarement toutes seules. Si ce n'est pas impertinent, puis-je vous demander, les feuilles manquantes étaient-elles récentes? Avant-hier et samedi dernier, dit madame Latham après un moment de réflexion. Je n'ai remarqué l'espace que parce que j'y ai mis un géranium pressé pour marquer mon emplacement. Une très jolie habitude, dit Miss Marple, et très utile. Si l'on égarait des noms, ceux de la semaine dernière seraient les plus utiles, je suppose. Madame Latham parut perplexe. Utile? Pour faire des bêtises, dit Miss Marple d'un ton doux. C'est une triste constatation, mais les bêtises préfèrent être à la page. À 11 heures précises, l'inspecteur Hardwick arriva au presbytère, arborant un air de désapprobation qui, en d'autres circonstances, aurait pu améliorer la chorale. C'était un homme carré, aux cheveux bien coiffés, et dont les manières suggéraient qu'il se vidait l'esprit chaque matin. Miss Marple se trouvait justement à la grille, en train de discuter avec Madame Price d'un colis de laine à tricoter mal livré, et ne put donc s'empêcher d'observer l'inspecteur progresser dans le sentier. Le sergent Pritchard les suivit, carnet à la main. Madame Latham les reçut avec dignité, et la porte du bureau se referma. Miss Marple, qui détestait par principe écouter aux portes, mais constatait que les fenêtres des presbytères étaient souvent mal ajustées, ne s'attarda pas. Elle se dirigea vers la bibliothèque, où M. Seddon, le bibliothécaire, enregistrait les réponses avec son rythme consciencieux habituel. « Bonjour, Miss Marple, » dit-il avec un petit geste de la main. « Quel événement s'est produit hier? Je vous le déclare, je me sens très mal à cause de cela. »« Je suis désolé d'apprendre cela, Monsieur Seddon, » dit Miss Marple, sincère. « Vous connaissiez Monsieur Sims, bien sûr. »« Oh, intimement lié au livre, » dit Monsieur Seddon, le visage s'illuminant malgré lui. Il avait un esprit qui aimait être nourri régulièrement. Histoire le lundi, roman policier le jeudi pour se faire plaisir, et poésie quand ses articulations étaient douloureuses. Il ne jurait que par Tennyson pour la sciatique. Miss Marple s'autorisa un petit sourire. « Il a emprunté hier ?»« Retournez, » corrigea M. Seddon. « Une copie de Le Rameau d'or, que j'ai toujours imaginé plus emprunté que lu, et il a demandé un colis. »« Un colis ? Quelqu'un avait laissé un paquet à son bureau. Je ne l'avais pas vu, mais Madame Price, de la Poste, l'avait apporté juste avant midi. Du papier kraft ordinaire, de la ficelle. Il ne semblait pas, eh bien, alarmé, mais très attaché à ce que ce soit pour lui et qu'il signe. Est-ce qu'il a signé ? Sur le reçu, oui, dit M. Seddon en fouillant dans ses papiers et en sortant une page pliée. Là, à la date d'hier, à Sims, colis reçu. Pas d'adresse sur l'emballage. Madame Price a dit qu'il avait été laissé au comptoir par une jeune personne, chapeau bas. Pas une de nos villageoises, pensa-t-elle. Une inconnue. Miss Marple observa la signature soignée. Le « E » était légèrement orné. Le « S » était simple et sans concession. Et il est parti avec le colis ? Oui, même s'il l'a ouvert en premier, dit M. Seddon avec la franchise innocente de ceux qui considèrent toute enquête sur les livres comme légitime. Je n'ai vu que du papier de soie et quelque chose comme... Oh, comment ça s'appelle ? Ces petits carnets que les garçons utilisent chez les scouts. Un carnet.
dit Miss Marple en regardant par la fenêtre où les feuilles du tilleul tremblaient dans l'air doux. Cela ferait plaisir à un homme qui aime les listes. Sur le chemin du retour, elle passa devant la table de tombola empilée contre la salle paroissiale et remarqua un petit objet scintillant coincé entre deux lattes. Elle s'arrêta et, jetant un regard discret autour d'elle, le sortit de ses doigts gantés. C'était la moitié d'un verre de lunettes, finement meulé, avec un éclat en forme de croissant sur le bord. Elle la tint un instant avant de la replacer exactement là où elle se trouvait. Les lunettes de M. Sims étaient dit brisées près de son corps. Un fragment, de l'autre côté du jardin, suggérait soit un long voyage, soit une malice antérieure. À 12h30, l'entretien de l'inspecteur prit fin. La porte du vicaire s'ouvrit et l'inspecteur Hardwicke se tenait sur le perron, l'air de s'exprimer. Miss Marple, qui se trouvait à portée de voix par simple hasard, leva les yeux avec la douceur qui convenait. « Mademoiselle Marple, » dit l'inspecteur avec une politesse formelle, « étiez-vous présente hier ?»« Je l'étais, » dit-elle. « Alors permettez-moi de vous dire, pour rassurer la paroisse, que nous avons toutes les raisons de supposer que M. Sims a souffert d'une insuffisance cardiaque. Les investigations de routine se poursuivront. » Il marqua une pause, comme s'il examinait la pertinence de sa propre prudence. « Il y a cependant une petite anomalie dans les comptes de Madame Latham. Des pages manquent à son livre. Nous allons faire la lumière sur cette affaire. »« J'en suis sûr, » dit Miss Marple d'une voix douce. « Les gens qui aiment les colonnes à additionner le font toujours. » Il la regarda un instant, peut-être incertain s'il avait été applaudi ou critiqué, puis hocha la tête et s'éloigna. Cet après-midi-là, sous un ciel voilé par la menace d'une averse, le village s'installa dans sa version du suspense. Les rideaux frémissaient, les bouilloires chantaient. La nouvelle se répandit que M. Percival Trant avait été aperçu en pleine discussion animée avec M. Sims près du stand de limonade, moins d'1 heure avant le drame. « Juste une discussion au sujet d'une dette, » dit Madame Blakely d'un ton significatif chez l'épicier, ce qui montre le danger de mélanger charité et compte. Les gens insistent pour avoir les deux, la générosité publique et les commodités privées. Miss Marple était assise près de la fenêtre de son salon et se remettait à tricoter comme il se doit. Ses aiguilles claquaient doucement, aussi agréable que le ronronnement d'un chat. Elle pensait à un colis sans adresse, livré par un inconnu, à un registre au nom soigneusement arraché, à un homme épris de propreté contraint au plus grand désordre. Les gens, songea-t-elle, ressemblent beaucoup à leurs livres préférés. Certains gardent leurs couvertures impeccables et cachent des cornières à l'intérieur. D'autres paraissent abîmés, mais leurs pages sont propres. Et il y a ceux qui arrachent l'index, espérant que personne ne retrouvera ce qu'ils ont souvent consulté. Vers le soir, on frappa à sa porte. C'était le sergent Pritchard, respectueux et rosi par l'humidité. « Pardon, mademoiselle Marple, l'inspecteur m'a demandé de m'enquérir. Avez-vous remarqué que M. Sims prenait des rafraîchissements hier? De la limonade, des gâteaux? J'ai vu un verre de limonade près de sa main quand ils l'ont trouvé, » a déclaré Miss Marple, mais je ne saurais dire si c'était le sien. « Ah !» Le sergent hésita, puis ajouta, presque sur un ton d'excuse. « On a appris qu'il avait un flacon de digitaline chez lui pour son cœur. Si un homme sous ce médicament prenait 2 doses par erreur, eh bien ça pourrait ressembler à un accident. » « Oui, » répondit Miss Marple avec une gravité bienveillante. « C'est possible. Il est si facile de mesurer une chose 2 fois quand on est anxieux, qu'on ne l'oubliera pas. » Il la remercia et partit, laissant une légère traînée de pluie sur son tapis. Miss Marple ferma la porte, resta un instant immobile, puis alla à son bureau. D'un tiroir, elle prit un crayon gras et une feuille blanche. Elle posa son sac à tricot sur la table, et après un instant de réflexion, sortit une petite carte qu'elle avait demandée à Madame Latham le matin même, un échantillon du papier du grand livre, arraché à la couverture intérieure, où aucun chiffre n'était inscrit. Dessus, légèrement gaufré par la pression d'une page manquante, figuraient des fantômes de lettres, de simples murmures à la mine de plomb.
Elle estompa légèrement au crayon, et tandis que la douce poussière grise s'accrochait aux stries, deux noms surgirent tels des visages dans le brouillard. Ils n'étaient pas inconnus. Miss Marple regarda longuement les noms. Puis elle plia la carte, la glissa dans une enveloppe et l'adressa à elle-même, comme elle le faisait souvent lorsqu'elle souhaitait conserver quelque chose en sécurité sous une apparence banale. Dehors, les premières gouttes de pluie claquaient contre la vitre. À Rose Hill, les murmures s'épaississaient et se rassemblaient, et quelque part, dans une maison bien rangée avec un tiroir verrouillé, une personne qui avait arraché des noms se disait que le village ne recollerait pas les feuilles déchirées. Miss Marple, qui avait passé sa vie à réparer de petites choses sans qu'on le lui demande, enfila une aiguille dans un morceau de laine pâle et décida, très tranquillement, qu'il devrait le faire. Chapitre 3. Le village se replie sur lui-même. La pluie qui avait menacé tout l'après-midi précédent s'abattit sérieusement au matin, et les toits de Rose Hill luisaient comme une rangée de poules mouillées. L'eau ruisselait le long des gouttières pavées de la Grand-Rue, et l'air sentait la terre et la fumée de charbon. La pluie a le don de forcer les gens à rentrer chez eux, mais elle ne les apaise pas. C'est précisément lors de ces matins humides que les ragots fleurissaient le plus, confinés au salon et aux cuisines, où les bouilloires bouillonnaient et les rideaux frémissaient. Dans la boutique de draperie de Madame Pierce, quelques dames examinaient des morceaux de ruban sans réelle intention d'acheter. La conversation était la véritable monnaie d'échange, et elle s'échangeait librement. « On dit que M. Sims avait son médicament pour le cœur dans sa poche, » chuchota l'un d'eux en se penchant par-dessus le comptoir. Mais le flacon était plein. Alors s'il en a trop pris, où est celui qui manque? Oh, ma cousine à la poste dit que c'était du poison, répondit une autre avec délectation. De la strychnine, paraît-il. Ça agit très vite, vous savez. Des crampes terribles, pas du tout comme une crise cardiaque. Madame Pierce renifla en signe de désapprobation. On ne devrait pas parler de telles choses sans preuve. Mais si c'était du poison, eh bien, quelqu'un le lui a administré, c'est évident. Les dames hochèrent la tête, leur visage rayonnant d'un frisson de culpabilité. Miss Marple, entrée discrètement pour acheter un morceau de mousseline unie, se tenait patiemment à l'écart. Sa présence n'était pas remarquable. Elle venait souvent chercher des idées de couture. Elle n'intervint pas, ni même ne sembla écouter, mais son regard doux se posa sur le bord effiloché d'un rouleau de tissu, comme si c'était la matière la plus absorbante du monde. Après avoir fait ses achats et retrouvé l'air humide, elle trouva le docteur Grafton en personne se dirigeant vers son cabinet, parapluie sous le bras. C'était un homme aux épaules carrées et aux manières vives, qui détestait l'agitation sous toutes ses formes. Il marqua une pause lorsque Miss Marple le salua. « Vous me pardonnerez, Miss Marple, si je parle sans ménagement, » dit-il en baissant la voix. « Il y a beaucoup trop de bavardages inutiles. Cet homme n'a jamais eu le cœur solide. On lui a prescrit de la digitaline, certes, mais avec précaution. S'il dépassait la dose, les conséquences seraient malheureusement prévisibles. »« En effet, » murmura Miss Marple, « il est souvent difficile, je suppose, d'être précis avec de petites mesures. » Le docteur hocha brièvement la tête. « Exactement. Ce sera mon rapport à l'inspecteur Hardwick. Les villageois préfèrent peut-être le mélodrame, mais il ne sert à rien d'inventer des meurtres là où il n'y en a pas. » Et sur ce, il pressa le pas, laissant Miss Marple poursuivre à son rythme, plus lent. Elle ne s'en offusqua pas. Les médecins, songea-t-elle, préfèrent souvent des réponses simples. Elles facilitent les traitements. Mais la nature humaine, elle le savait, est rarement simple. Cet après-midi-là, l'enquête fut officiellement ouverte à la salle des fêtes. La pluie crépitait contre les hautes fenêtres, et l'air embaumait une légère odeur de laine mouillée et de cirage. L'inspecteur Hardwick présidait avec son air habituel de diligence, tandis qu'un coroner de Melchester lisait les faits d'une voix monocorde. Monsieur Sims s'était effondré subitement lors de la fête, sa mort étant apparemment due à une insuffisance cardiaque. Aucun signe immédiat d'acte criminel n'a été constaté, même si certains points, les lunettes cassées,
Les pages manquantes du registre restaient à élucider. L'enquête a été ajournée pour permettre un examen plus approfondi. Cette conclusion n'a pas satisfait les villageois, qui sont sortis de la salle en groupe, leurs parapluies se bousculant, leurs voix s'élevant dans les spéculations. Insuffisance cardiaque. Absurde, déclara Madame Blakely, le visage rouge d'indignation. À mon avis, c'était délibéré. Et je me le demande très souvent. Son mari, qui marchait péniblement derrière, marmonna quelque chose sur le fait de garder la tête baissée, mais elle l'ignora. Miss Marple, se faufilant discrètement à travers la foule qui se dispersait, attira l'attention du sergent Pritchard. Le jeune homme hésita, puis s'approcha d'elle. « Pardonnez-moi, mademoiselle Marple, dit-il. L'inspecteur n'aime pas qu'on embête les villageois avec des détails, mais... Eh bien, j'ai pensé que vous devriez être au courant. Ce colis que M. Sims a récupéré à la bibliothèque, il n'a pas été retrouvé parmi ses affaires, ni dans ses appartements, ni dans le parc du presbytère. » Miss Marple haussa légèrement les sourcils. « Alors, il a disparu. »« Oui, madame, avec son agenda de poche. Il l'avait toujours sur lui. Il notait tout. Ses rendez-vous, ses livres de bibliothèque, même le prix de son charbon. »« Comme c'est ordonné, » dit doucement Miss Marple, « et comme c'est gênant de perdre un tel objet. » Le sergent parut troublé. L'inspecteur dit que ça ne change rien au verdict. Mais je me suis dit, eh bien, on remarque des choses que les autres ne remarquent pas, et ça ne me convient pas. Miss Marple lui adressa un petit sourire approbateur. « Vous avez tout à fait raison, sergent. Les hommes d'ordonnance n'égarent pas leurs agendas. Et les colis ne disparaissent pas spontanément. » Ce soir-là, dans la douce chaleur de son salon, Miss Marple se servit une tasse de chocolat chaud et contempla la journée. Dehors, la pluie continuait de tomber, douce et persistante. Sur la petite table à côté d'elle se trouvait un écheveau de laine, ses aiguilles et le bout de papier légèrement gaufré qu'elle avait ombré au crayon. 2 noms avaient émergé des feuilles déchirées, des noms qui reliaient des fils qu'elle avait déjà commencé à rassembler dans son esprit. Et maintenant, il y avait le colis, le journal disparu, le registre aux pages manquantes. Des morceaux, pensa-t-elle, comme un patchwork, si ordinaire lorsqu'ils sont séparés, si révélateurs lorsqu'ils sont cousus ensemble. Ses aiguilles claquaient doucement dans le silence. Quelque part au-delà de la pluie, elle croyait entendre le murmure inquiet des villageois discutant dans les salons, tissant leur propre version des événements. Mais Jane Marple, avec sa douce persévérance, s'en tenait à ses propres broderies. Elle avait toujours constaté que la patience, comme le tricot, produisait finalement les modèles les plus fiables. Chapitre 4. Une arrestation en toute confiance. Lorsque la pluie cessa et que les pavés de Rose Hill fumèrent légèrement sous le soleil revenu, le village devint suspect. C'était toujours ainsi. Spéculation, puis certitude, puis le sentiment réconfortant que les choses étaient entre les mains des autorités. L'inspecteur Hardwick lui procurait cette autorité à profusion. Homme droit et à l'esprit franc, il détestait l'ambiguïté. Une affaire, selon lui, devait être soigneusement ficelée, enveloppée de ficelles et présentée, avec un arc, à l'inspection du magistrat. Ainsi, lorsque Percival Trent, avocat, fut aperçu quittant son bureau, quelque peu agité, cravate de travers et serviette à moitié fermée, les langues se délièrent. Lorsqu'on apprit que M. Trent avait échangé des propos acerbes avec Arnold Sims lors de la fête, à propos d'argent justement, les langues se délièrent encore plus bruyamment. Et lorsque l'inspecteur Hardwick apprit que le cabinet de Trent avait récemment traité un testament contesté, dans lequel M. Sims avait joué un rôle mineur mais gênant, l'inspecteur afficha un sourire rare. Le soir, Percival Trent était en état d'arrestation. L'annonce tomba sur Rose Hill comme une pierre tombée dans un étang peu profond, provoquant des remous de satisfaction plutôt que de stupeur. Les gens étaient impatients d'y croire. Monsieur Trent, après tout, n'était pas très apprécié. C'était un homme aux manières pointilleuses et à la vanité évidente,
lissant sans cesse sa moustache devant les vitrines. Il avait acquis, grâce à sa profession, une réputation d'intelligence que les villageois ne pardonnaient pas entièrement. Les hommes intelligents, d'expérience, confondaient trop souvent ruse et honnêteté. Au salon de T. Sawyer, Madame Blakely déclara triomphalement qu'elle avait toujours soupçonné Trent de malversation. À la poste, Madame Price remarqua avec mépris qu'il n'achetait jamais ses timbres en carnet, préférant les timbres en vrac, ce qui en disait long sur sa personnalité. Et à la draperie, Madame Pierce murmura qu'on l'avait un jour vu marcher en direction de Willowbrook après la tombée de la nuit, ce qui ne pouvait présager rien de bon. Miss Marple écoutait ses jugements sans interruption. Ses aiguilles à tricoter bougeaient doucement, et son regard restait doux, mais elle n'éprouvait aucun soulagement. Au contraire, elle ressentait ce malaise particulier auquel elle avait appris à faire confiance, une légère traction, comme une maille trop serrée. Le lendemain matin, l'inspecteur Hardwick en personne se rendit au cottage de Miss Marple, davantage pour impressionner la paroisse par son efficacité que par un réel désir de conseil. Elle le reçut poliment, posant son tricot et lui offrant du thé. « On l'a eu, mademoiselle Marple, » dit Hardwick avec satisfaction. Trent. Querelle dont plusieurs villageois ont été témoins. Litige financier avec le défunt. Occasion à saisir à la fête. Un homme de caractère, prompt à réagir. C'est l'affaire la plus sordide que j'ai eue cette année. Miss Marple lui versa son thé avec une délicate précision. La propreté est toujours réconfortante, inspecteur. Pourtant, on peut se demander s'il n'est pas trop tôt pour tout ranger. L'expression d'Hardwick se raidit. « Tu trouves que j'avance trop vite ?»« Oh non, » dit Miss Marple en secouant la tête. « Mais j'ai remarqué en tricotant que lorsqu'on tire trop fort sur un fil, le motif se fronce ensuite. Les choses peuvent être très similaires dans le monde humain. » L'inspecteur grogna et sirota son thé. « Vous verrez. » Les preuves le confirmeront. Du poison dans la limonade. Trent a été aperçu près du pichet, selon Madame Blakely. Le mobile est évident. L'homme était pressé par l'argent, et Sims le gênait. La justice, Miss Marple, ne tardera pas. Miss Marple inclina la tête, mais ne dit rien. Elle savait que les observations de Madame Blakely étaient nattes et nombreuses, mais pas toujours précises. Et elle savait aussi que Percival Trent, aussi vaniteux et zélé fût-il, manquait de la froideur requise pour un tel acte. La querelle avait été réelle, certes, mais les hommes qui fanfaronnent en public frappent rarement en secret. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple longea High Street et s'arrêta devant la bibliothèque. Monsieur Seddon, le bibliothécaire, l'accueillit avec son acclamant et solennel habituel. « Terrible nouvelle concernant Monsieur Trent, mademoiselle Marple, mais peut-être aussi un soulagement que les choses soient réglées. »« Peut-être, » dit doucement Miss Marple, « et pourtant, je me demande si Monsieur Sims a rendu tous ses livres empruntés la semaine dernière. »« Tous sauf un, » dit promptement Monsieur Seddon. « Un recueil d'essais. Curieusement, il a complètement disparu de nos étagères. Je ne m'en explique pas la raison, mais il était très consciencieux. Il signait toujours soigneusement ses déclarations. En fait, il sortit un bordereau de son tiroir. Voici sa dernière entrée. Vous voyez ? Précis comme toujours. Ce n'était pas un homme négligent. » Miss Marple observa l'écriture soignée. Sa netteté semblait résonner dans son esprit, aux côtés du colis manquant, des pages du grand livre arraché, du journal disparu. Un homme prudent dont la vie était soudain parsemée de trous. Elle rentra lentement chez elle, songeant à ses absences. Trent s'était peut-être disputé, mais il n'était pas du genre à voler des journaux intimes ou à arracher des noms. Non, cela exigeait un tout autre tempérament, celui qui préférait le silence au bruit, les ombres aux fanfaronnades. En arrivant au portail de son chalet, Miss Marple leva les yeux vers le ciel qui s'adoucissait. Le village ressentit un calme momentané, rassuré par une arrestation. Mais elle, qui avait observé de nombreux schémas humains, savait que la fausse propreté ne durait jamais longtemps. Quelque part à Rose Hill, la véritable main qui avait frappé Arnold Sims se déplaçait encore tranquillement, arrachant des noms, cachant des cahiers et observant avec des yeux attentifs. Chapitre 5. Les secrets sous la surface.
Les jours qui suivirent à l'arrestation de Percival Trant apportèrent un calme trompeur à Rose Hill. La rue principale grouillait comme d'habitude, mais une certaine tension régnait dans l'air, comme si le village lui-même retenait les mots qu'il désirait tant prononcer. Les arrestations sont censées apaiser les communautés, mais la conscience de Rose Hill était trop vive pour cela. Le mardi matin, les rumeurs s'étaient envenimées. Madame Blakely confia à qui voulait l'entendre avoir vu M. Train boire de la limonade à la fête. Trop pour un homme de sa constitution. Madame Pierce insista sur le fait qu'on l'avait entendu marmonner des factures impayées. M. Fairweather affirma avoir aperçu Train près du stand de livres, mais après de plus amples questions, il s'avéra qu'il n'avait aperçu qu'un manteau sombre, et que celui de Trant était le seul manteau sombre qui lui vint à l'esprit. Miss Marple écoutait poliment, ses aiguilles bougeant à un rythme aussi régulier que l'horloge du clocher. Mais elle restait sceptique. Monsieur Trant pouvait être vaniteux et querelleur, mais la vanité s'exacerbait rarement jusqu'au meurtre. Il y avait quelque chose de plus profond, sous les murmures superficiels, et Miss Marple avait appris depuis longtemps que les êtres humains, sous la pression, en révélaient bien plus qu'ils ne le voulaient. Cet après-midi-là, elle se rendit au presbytère avec un petit panier de sablés, le genre de biscuit que Madame Latham appréciait particulièrement. Elle trouva la femme du pasteur dans le salon, le visage pâle et anxieux, les mains occupées à raccommoder, comme si le simple fait de coudre pouvait éloigner le scandale. « C'est tellement épouvantable, Miss Marple, » dit aussitôt Madame Latham. « Ces histoires de poison, de pages déchirées, c'est insupportable. Et maintenant ce pauvre monsieur Trant, emmené comme un criminel. »« C'est vraiment très affligeant, » dit Miss Marple en posant le panier. « Mais il ne faut pas se laisser perturber. La vérité, comme la crème, a tendance à remonter à la surface, même si on essaie de l'effleurer. » Madame Latham esquissa un sourire pâle, puis hésita. « Je ne devrais pas en parler, mais, eh bien, je ne peux m'empêcher de craindre que ces pages déchirées ne nous ternissent l'image. » L'inspecteur était très sévère. Il a dit que des noms manquants dans un registre paroissial pouvaient signifier presque n'importe quoi. Miss Marple la regarda fixement. « Oui, tout à fait. Ils peuvent signifier un vol, une malveillance ou quelque chose de très personnel. On n'arrache pas souvent les noms, sauf pour les effacer. » Madame Latham pencha la tête sur son raccommodage. « Je n'aimerais pas y croire. »« Bien sûr que non, » répondit doucement Miss Marple. « Mais si les noms manquants appartenaient à ceux qui avaient des raisons de se disputer avec M. Sims, l'affaire s'éclaire, n'est-ce pas ?» L'aiguille de Madame Latham marqua une brève pause avant de reprendre son mouvement régulier. Miss Marple le remarqua. 2 jours plus tard, le village trouva un nouvel aliment pour ses bavardages. On murmurait que M. Sims rendait régulièrement visite à une petite maison en bordure de Willowbrook. La maison appartenait à Madame Clara Harcourt, une veuve aux manières animées et réputée pour accueillir la compagnie un peu trop facilement. Le soir venu, la rumeur avait pris de l'ampleur. Au salon de T. Sawyer, Madame Pierce se pencha par-dessus la table pour déclarer que M. Sims avait été beaucoup trop attentionné envers Madame Harcourt, de près de 20 ans sa cadette. À la poste, Madame Price alla plus loin, insinuant que Madame Harcourt avait usé de son charme pour obtenir certaines faveurs. Miss Marple, sirotant son thé, songea que dans un petit village, même une simple partie de cribbage pouvait être considérée comme scandaleuse si elle se déroulait à huis clos. Pourtant, il y avait quelque chose de vrai dans cette histoire. M. Sims avait été méticuleux dans toutes ses habitudes, mais ces hommes s'autorisaient parfois une petite indulgence, et c'était souvent cette indulgence qui les ruinait. Le lendemain matin, elle partit pour Willowbrook, faisant le détour sous prétexte de rendre visite à une amie malade. Madame Harcourt ouvrit la porte en personne, ses cheveux blonds en bataille, l'air défensif et pourtant étrangement provocateur. « Oh, Miss Marple, » dit-elle avec un petit rire. « Vous avez entendu, j'imagine. Tout le monde l'a entendu. J'aimerais tellement qu'il trouve quelqu'un d'autre à qui parler. »« Je suis vraiment désolée, ma chère, » dit gentiment Miss Marple. « Ce doit être très inconfortable. Mais qui veut supporter les ragots? Autant en profiter.
Dites-moi, monsieur Sims est-il vraiment venu vous voir ?» Madame Harcourt leva le menton. « Il l'a fait. Assez souvent. Mais ce n'était pas ce qu'on dit. Il m'aidait pour une petite affaire. Des papiers, vous savez. Les affaires de mon défunt mari n'ont jamais été réglées correctement. Monsieur Sims me conseillait. Comme c'est consciencieux de sa part, » murmura Miss Marple. Les yeux de Madame Harcourt vacillèrent. Bien sûr, il était amical. J'imagine que les gens l'ont remarqué. Mais ce n'était pas déplacé, Miss Marple. Je tiens à ce que cela soit bien compris. Miss Marple hocha la tête. Naturellement. Mais je me demande si quelqu'un d'autre n'aurait pas mal compris. La réputation d'un homme, vous savez, peut très vite se mêler à celle d'une femme, surtout si l'autre partie avait des raisons d'être jalouse. Le rouge de la veuve monta. « Jalouse ? Oh, vraiment ? Vous parlez de Monsieur Tran ? Ou… » Elle s'arrêta brusquement, les lèvres pincées. L'expression douce de Miss Marple ne changea pas. Ou peut-être une autre. Mais Madame Harcourt ne voulut rien dire de plus. Ce soir-là, alors que Miss Marple était assise près de son feu, le schéma se précisa. La dispute avec Tran, les visites à Madame Harcourt, les noms manquants dans le registre. Un nom qu'elle avait déchiffré appartenait déjà à un homme qui avait de bonnes raisons d'envier les attentions de M. Sims. Un autre était celui d'une femme dont la respectabilité ne résisterait pas à être dévoilée. L'inspecteur était satisfait de son joli paquet, mais Miss Marple, qui connaissait les manières du cœur humain, soupçonnait que la jalousie, le ressentiment et la peur avaient plus à voir avec la mort d'Arnold Sims qu'une quelconque querelle juridique. Elle posa son tricot et contempla le feu. Les secrets, comme les cendres, avaient tendance à s'accrocher jusqu'à ce qu'on les remue, et à Rose Hill, il y avait beaucoup de cendres qui n'attendaient qu'à être dérangées. Chapitre 6. Une découverte troublante. La matinée du tournant commença sous une luminosité trompeuse. Rose Hill semblait fraîchement lavée après des jours de pluie. Les jardins scintillaient, les vitrines des magasins brillaient, et l'horloge de l'église sonnait 9 heures, avec une assurance qui semblait annoncer que tout allait bien. Mais sous cette surface lumineuse, la tension était aussi tendue qu'un ressort. L'inspecteur Hardwick s'apprêtait à envoyer son rapport à Melchester, confiant que Percival Tran serait bientôt inculpé. L'inspecteur aimait que ses affaires avancent rapidement, et celle-ci, à ses yeux, était déjà bouclée. Il le confia au sergent Pritchard, tandis qu'il se dirigeait vers le commissariat. Mais le destin, ou la nature humaine, est intervenu. À 10h30, une agitation éclata près du cimetière. Monsieur Fairweather, le réparateur de vélos, descendit High Street en courant, sa casquette à la main et le visage blême. « C'est Madame Harcourt !» s'écria-t-il. « La veuve de Willowbrook. On l'a retrouvée dans la sacristie de l'église, effondrée près des recueils de cantiques. » En quelques minutes, les villageois se pressèrent dans le cimetière, leurs murmures s'élevant comme des oiseaux inquiets. Le docteur Grafton arrive avec son sac, les sourcils froncés. Madame Harcourt fut portée dehors, pâle et tremblante, mais vivante. Elle avait, semblait-il, ravalé quelque chose qui la contrariait profondément. « Du poison », déclara aussitôt Madame Blakely, depuis son poste d'observation près du cimetière, le même que ce pauvre Monsieur Sims. Mais Miss Marple, venue discrètement sur les lieux, observa de plus près. Madame Harcourt était maintenant consciente, murmurant confusément qu'elle n'avait bu que du thé de sa théière ce matin-là, rien d'autre. Pourtant, ses lèvres étaient teintées, sa respiration haletante et ses yeux emplis d'une stupeur effrayée. L'inspecteur Hardwick arriva, son manteau flottant au vent, l'air tonitruant. « Cela devient intolérable », lança-t-il. « Un décès, peut-être naturel. Un second incident, clairement pas. Quelqu'un joue un jeu dangereux. » Il se retourna, les yeux plissés sur la foule qui s'était rassemblée. « Et je veux savoir la vérité. » Plus tard dans la journée, au salon de Tessoyer, les conversations atteignirent leur paroxysme. L'évanouissement de Madame Harcourt, certains le qualifièrent de crise, était le seul sujet de conversation. S'était-elle empoisonnée par remords?
Tran avait-il cherché à la faire taire avant qu'elle puisse avouer une liaison avec Sims? Ou était-elle elle-même la coupable, le second malaise n'étant qu'une fausse représentation pour détourner les soupçons? Miss Marple était assise tranquillement près de la fenêtre, son thé refroidissant à côté d'elle. Elle avait observé la détresse de Madame Harcourt de trop près pour y voir une simple mise en scène. La terreur de la pauvre femme était réelle, et pourtant, la terreur elle-même était révélatrice. La terreur ne naît pas toujours de la culpabilité, mais parfois de ce que l'on sait. Ce soir-là, le sergent Pritchard se présenta au cottage de Miss Marple. Il semblait perturbé. « Pardonnez-moi, madame, mais j'ai pensé que vous souhaiteriez d'abord l'entendre. » Parmi les affaires de madame Harcourt, l'inspecteur a trouvé un carnet. Petit, relié en cuir. Il correspond à la description du colis que Sims a récupéré à la bibliothèque. Les aiguilles à tricoter de Miss Marple s'immobilisèrent. « C'est très intéressant, » murmura-t-elle. « Oui, madame. Seulement, c'est étrange. La moitié des pages sont blanches. Et le reste ?» Il sortit un bout de papier sur lequel il avait recopié un fragment. Des rangées bien nettes de noms, de dates, et à côté de petites sommes d'argent. « Des prêts ?» demanda doucement Miss Marple. « On dirait bien. » Monsieur Sims prêtait à la moitié du village, semble-t-il. Des sommes ici et là, et ces noms, les pages manquantes du grand livre de Madame Latham, correspondent. Miss Marple croisa les mains. Le motif, qui semblait flou, s'affinait à présent. Monsieur Sims avait été plus qu'un instituteur à la retraite. Il avait été un archiviste de dettes, de faveurs, d'obligations. Et quelqu'un, confronté à la dénonciation, avait arraché des noms pour se protéger. Le lendemain matin, l'inspecteur Hardwick annonça triomphalement que les accusations contre Tran étaient les plus solides que jamais. L'avocat, déclara-t-il, avait à la fois un mobile et une opportunité, et l'attaque de Madame Harcourt n'était qu'une diversion mélodramatique. Mais Miss Marple, qui avait passé la soirée à étudier les noms inscrits au crayon sur son bout de papier, secoua doucement la tête. « Non, inspecteur, » se dit-elle en rangeant soigneusement son tricot dans son panier. « Vous avez tiré sur le mauvais fil, et si vous continuez, votre modèle va se défaire complètement. » Elle regarda une fois de plus les deux noms légèrement gravés sur la feuille déchirée du registre. L'un était Percival Tran, l'autre, plus inattendu, appartenait à une femme dont le visage souriait trop facilement, la voix tremblait trop nerveusement, et dont les secrets étaient peut-être plus dangereux qu'on ne l'aurait cru. Le village de Rose Hill, pensa Miss Marple, était sur le point d'apprendre que les noms ne sont jamais arrachés des livres sans laisser leur marque. Chapitre 7. Les ombres des noms. L'inspecteur Hardwick, fort de sa certitude, arpentait Rose Hill comme un homme qui avait déjà gagné son procès. Il interrogea les villageois avec une efficacité brutale, poussa le sergent Pritchard à prendre des notes interminables et déclara au salon de Tessoyer qu'il aimerait voir n'importe quel jury contredire de telles preuves. Les villageois, avides de drame, mais plus encore de conclusion, hochèrent la tête sagement. Miss Marple, quant à elle, emprunta un chemin plus calme. Elle connaissait le danger des réponses toutes faites accepter avec trop d'empressement. Son attention ne se porta pas sur M. Tran, dont la culpabilité semblait trop criante, mais sur le deuxième nom qui émergeait faiblement de la feuille déchirée du registre. Ce nom était Madame Edith Blakely. La découverte avait d'abord surpris Miss Marple, car Madame Blakely comptait parmi les commères les plus en vue de Rose Hill, la langue plus occupée que n'importe quelle machine à coudre. Les gens comme Edith étaient rarement assez invisibles pour garder des secrets. Pourtant, plus Miss Marple y réfléchissait, plus cela prenait sens. Les ragots, après tout, étaient souvent un écran de fumée. Ils détournaient l'attention des propres intrigues de celui qui les racontait. Mercredi matin, Miss Marple traversa la place pour se rendre chez les Blakely, une imposante bâtisse en briques rouges aux rideaux de dentelle trop serrés. Elle trouva Madame Blakely dans son salon, sa table couverte de magazines et la voix déjà vive d'indignation. « Ma chère Miss Marple, vous devez l'admettre, Monsieur Trent est un véritable scélérat. Je l'ai toujours dit.
Le mois dernier, il a tenté de vendre à mon Percy des papiers d'assurance totalement inadaptés à notre situation. Et la dispute avec M. Sims. Oh, tout le monde l'a entendu. Quelle preuve plus évidente pouvait-on demander? Miss Marple écoutait, le regard doux, les doigts croisés sur ses genoux. Oui, en effet, Madame Blakely. De telles disputes sont très éprouvantes. Pourtant, je me demande si vous et M. Sims n'avez pas eu de difficultés vous-même. La femme cligna des yeux, le rouge lui montant aux joues. Des difficultés? Avec nous? Certainement pas. Peut-être pas une question d'argent? Demanda doucement Miss Marple. J'avais juste pensé à une certaine dette enregistrée quelque part. Ce genre de chose est facile à mal interpréter, bien sûr. Madame Blakely eut un rire bref et cassant. Mon Dieu, vous entendez des histoires vraiment étranges. Je serais étonné que quiconque à Rose Hill puisse penser une chose pareille de nous. Mon Percy est très exigeant. En effet, dit Miss Marple en se levant lentement. Et il faut toujours être méticuleux, surtout quand il s'agit de dettes. Elle sollicite tellement la mémoire. Vous ne trouvez pas? Elle prit congé, mais tandis qu'elle descendait l'allée du jardin, elle remarqua le tremblement dans la main de Madame Blakely, tandis qu'elle rapprochait les rideaux. La peur, songea Miss Marple, n'est pas toujours bruyante. Elle se dissimule parfois dans un rire bref ou une protestation inutile. Cet après-midi-là, elle rencontra le sergent Pritchard devant la bibliothèque, son carnet rempli de papier et son expression troublée. « Ça ne me convient pas, mademoiselle Marple, avoua-t-il à voix basse. L'inspecteur est sûr pour monsieur Tran. Mais la peur de madame Harcourt n'était pas feinte, j'en jurerais. Et maintenant on parle d'argent disparu des comptes de la paroisse. Quelques shillings par-ci par-là, rien de bien extraordinaire, mais ça a mis certains mal à l'aise. De l'argent disparu, répéta doucement Miss Marple. Oui, cela cause un certain malaise. Pas tant à cause des sommes que des noms qui y sont attachés. Le sergent la regarda impuissant. Alors, vous pensez que Tran est innocent? Miss Marple lui adressa un sourire bienveillant. Mon cher sergent, innocence et culpabilité sont des termes si flous. Je pense simplement que la nature humaine ne présente pas toujours ses vérités en lettres capitales. Il faut parfois lire les faibles impressions sur la page. Ce soir-là, Miss Marple était assise dans son salon, tricotant, bien que les aiguilles reposaient négligemment sur ses genoux. Elle repensait aux protestations nerveuses d'Edith Blakely, à la terreur de madame Harcourt, au dossier bien rangé de monsieur Sims. Noms, dettes, secrets. Chacun était lié par des fils aussi fins qu'une toile d'araignée. L'inspecteur pouvait croire qu'il tenait son coupable, mais Miss Marple ne voyait qu'un écheveau emmêlé, attendant des mains expertes. Elle décida très discrètement que le moment était venu de lui donner un petit coup de pouce. Les gens se révèlent plus clairement lorsqu'ils sont placés, avec délicatesse et art, dans le bon piège. Et Edith Blakely, avec ses mains flottantes et son regard vigilant, pourrait bien se retrouver bien plus empêtrée que quiconque ne l'avait imaginé. Chapitre 8. L'affaire de l'inspecteur. L'inspecteur Hardwick était assis au bureau en chêne poli du commissariat, sa chaise grinçant sous lui tandis qu'il se penchait en avant. Devant lui se trouvait une pile de papiers bien ordonnés, déclarations de témoins, copie des transactions financières de Tran, rapport médical du docteur Grafton. L'inspecteur lissa la feuille supérieure avec satisfaction. À ses yeux, l'affaire était pratiquement close. Sims a été empoisonné, déclara-t-il au sergent Pritchard, qui se tenait respectueusement à ses côtés. La limonade était le véhicule. Tran avait accès, Tran s'était disputé, Tran avait un mobile. La loi n'exige pas de broderie, seulement du tissu de bonne qualité. Et ce tissu est bon et solide. Le sergent, qui pensait en son fort intérieur que le tissu était un peu fin, murmura « Oui, monsieur », et écrivit docilement dans son carnet. Hardwick insista. « Nous allons soumettre l'affaire au magistrat. D'ici la fin de la semaine, Tran sera jugé, et Rose Hill pourra reprendre ses travaux. » Cette phrase fit penser avec inquiétude à Pritchard à Miss Marple. Elle aussi tricotait, mais ses aiguilles produisaient souvent des motifs invisibles à l'inspecteur. Cet après-midi-là, Miss Marple tricotait bel et bien, même si les aiguilles bougeaient,
Peu. Assise à la fenêtre de son salon, elle observait les allées et venues de la Grand-Rue. Lorsqu'Edith Blakely passa précipitamment avec son panier, Miss Marple se leva aussitôt et alla chercher son manteau. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle rencontre Madame Blakely chez l'épicier, engagée dans une discussion animée sur le prix des raisins de Corinthe. « Ma chère Edith, » dit Miss Marple avec un sourire aimable, « quelle chance de vous trouver ici. J'espérais vous demander, avez-vous reçu le reçu de l'église que vous aviez demandé à Madame Latham pour votre don de la semaine dernière ?» Madame Blakely sursauta. « Un ticket de caisse ? Oh, oui, je suppose. Enfin, je l'ai peut-être égaré. »« Quelle négligence de votre part !» dit Miss Marple d'une voix douce. « Je garde toujours le mien dans une petite boîte, de peur que le chiffre ne soit remis en question plus tard. Mais peut-être êtes-vous plus confiant que je n'oserais l'être. Surtout maintenant que l'inspecteur est si déterminé à traquer chaque centime des comptes de la paroisse. » Le visage de Madame Blakely prit une teinte rose tachetée. « Je ne pense pas que mes quelques sous intéressent la police. »« Non, absolument pas, » acquiesça Miss Marple, à moins, bien sûr, qu'ils ne soient répertoriés dans les pages manquantes du registre. Pendant un bref instant, les yeux d'Edith s'écarquillèrent, la panique non dissimulée. Puis elle laissa échapper un rire trop rapide. « Vraiment, Miss Marple, vous avez de l'imagination. Pourquoi se soucierait-on de ces broutilles ?»« Parce que ce sont les broutilles, » dit doucement Miss Marple, « qui nous révèlent, ma chère. Les grands péchés sont rares, mais les petits, oh, ils se produisent tous les jours. » Elle quitta la boutique avec sa mousseline et son thé, laissant Madame Blakely assez énervée au comptoir. Ce soir-là, le village vibrait d'excitation. La nouvelle s'était répandue que l'inspecteur Hardwick avait l'intention de traduire M. Trent devant les magistrats de Melchester. La femme du notaire était, paraît-il, hystérique. Le vicaire avait lancé un appel à la prière, et Madame Price, malaposte, confia n'avoir jamais fait confiance aux hommes moustachus. Miss Marple, cependant, n'invita qu'un seul visiteur ce soir-là, le sergent Pritchard. Il arrive incertain, les oreilles rouges, chapeau à la main. « Vous souhaitiez me voir, madame ?»« Oui, mon cher sergent. » Elle lui fit signe de s'asseoir. « Je pense que l'arrestation de M. Trent vous inquiète. » Il parut surpris, puis hocha la tête. « C'est seulement... Enfin, il fanfaronne, oui, mais il n'en a pas l'air. Et madame Blakely ?» Il s'interrompit brusquement. Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Vous avez remarqué alors ?» Le rire nerveux, la main tremblante. Elle a quelque chose à cacher. La question est « quoi ?» Nous devons la laisser nous dire, sans savoir qu'elle nous le dit. Le sergent fronça les sourcils. « Comment va-t-on gérer ça ?»« En écoutant, sergent, » dit mademoiselle Marple d'une voix douce, et en lui donnant l'impulsion nécessaire. « Les gens se dévoileront au moindre petit coup de pouce. Je m'en occuperai au thé du presbytère vendredi. Vous devez être présent mais ne rien dire. Pensez-vous y parvenir ?» Pritchard se redressa. « Oui, madame. »« Bien, » dit Miss Marple en retournant à son tricot. « Alors, on verra si Edith Blakely parvient à garder ses mailles droites quand la laine commence à s'en mêler. D'ici la fin de la semaine, l'inspecteur Hardwick aurait menotté son homme. Mais Miss Marple, qui comprenait la psychologie des salons et des tables à thé, souhaitait que Rose Hill entende une toute autre histoire. Chapitre 9. Le thé du presbytère. Le salon du presbytère résonnait du doux tintement de la porcelaine et du murmure des voix polies. Le thé du vendredi était une institution à Rose Hill, et Madame Latham, bien que pâle encore à cause des récentes tensions, avait tenu à perpétuer cette coutume. Le parfum du gâteau aux graines et des biscuits au citron se mêlait au léger poli du buffet en acajou. Miss Marple était assise dans son fauteuil bas habituel, près de la cheminée, son sac à tricot à côté d'elle. Apparemment occupée à compter les mailles, son regard balayait de temps à autre l'assemblée. Madame Pierce chuchotant avec Madame Price, le docteur Grafton debout, raide près de la fenêtre, le sergent Pritchard, gauche dans son habit du dimanche, faisant semblant d'étudier une gravure de la cathédrale de Canterbury, et Madame Edith Blakely,
le visage rose, affairé, parlant trop fort, assise avec une gaieté déterminée à côté de la femme du vicaire. Miss Marple pensait à un oiseau chantant furieusement pour dissimuler son malaise. La conversation commença assez anodine. La météo, le prix du charbon, la perspective d'une bonne récolte. Mais inévitablement, la conversation remonta à la fête. Madame Pierce fit remarquer avec un soupir mélancolique que la guirlande ne serait peut-être plus jamais utilisée sans rappeler la tragédie. « Quel dommage !» déclara Madame Blakely d'une voix aiguë et assurée. « Mais au moins l'inspecteur a trouvé le coupable. Monsieur Trent a toujours été rusé. Je l'ai dit dès le début. Et quelle preuve plus évidente que cette dispute avec le pauvre Monsieur Sims? C'est presque un aveu. » Miss Marple leva les yeux avec douceur. « Ah oui. On peut se demander si Monsieur Sims tenait des comptes aussi précis de ses transactions. Peut-être y avait-il d'autres aveux aussi. » Madame Blakely hésita, le rouge lui montant aux joues. « Des comptes? Que voulez-vous dire, Miss Marple? » « Oh, seulement qu'il aimait les choses écrites. Liste, reçu, nom. » Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement. « J'imagine que ce serait plutôt gênant si son nom apparaissait dans un tel livre, n'est-ce pas? » Un silence s'abattit. La main de Madame Latham tremblait légèrement tandis qu'elle versait le thé. Le sergent Pritchard, se souvenant des instructions de Mademoiselle Marple, gardait les yeux rivés sur sa soucoupe. Madame Blakely laissa échapper un rire sec. « Mon nom? Absurde! Pourquoi mon nom serait-il là? » Miss Marple la regarda avec douceur. « Pourquoi donc? À moins qu'il ne s'agisse d'un petit prêt, tout à fait innocent, bien sûr. Beaucoup de gens empruntent un peu de temps en temps. Mais si le nom était vu, les langues pourraient se mêler. Et personne à Rose Hill n'aime autant les langues que vous, ma chère Edith. » La tasse de thé de Madame Blakely s'entrechoqua contre sa soucoupe. « Je n'ai jamais... » Elle s'arrêta, surprise par le regard surpris de la femme du pasteur. Miss Marple se pencha légèrement en avant, d'une voix douce mais très claire. « J'imagine que ce n'était qu'une bagatelle, payée depuis longtemps. Pourtant, on peut comprendre la tentation d'enlever une page. Cela paraît si insignifiant, juste un nom, arraché. Seulement, bien sûr, ces petites choses peuvent paraître bien différentes quand la mort s'invite. » Il y eut un silence si profond que le tic-tac de l'horloge du presbytère résonna comme un coup de marteau. Puis Madame Blakely reposa sa tasse avec fracas. « Eh bien, » s'exclama-t-elle en se levant brusquement, « je refuse de rester assise ici à me laisser insulter. Si quelqu'un pense que j'ai quelque chose à voir avec la mort de cet homme, il se trompe lourdement. » Son visage était rouge, ses mains tremblaient. « Bonjour à tous. » Elle sortit de la pièce, laissant derrière elle un silence stupéfait et une légère odeur de thé au citron renversé. Le vicaire s'éclaircit la gorge, hésitant. « Ma chère Miss Marple, était-ce strictement nécessaire ?» Miss Marple plia son tricot. « Je crois que oui, révérend. On ne se dévoile jamais autant que lorsqu'on proteste trop. Et Madame Blakely vient de révéler beaucoup de choses. » Le sergent Pritchard la regarda dans les yeux, la compréhension naissante. Miss Marple, satisfaite, prit son sac. « Si vous voulez bien m'excuser, je pense rentrer à pied avant que la pluie ne reprenne. J'en ai vu assez pour être sûr que le dossier bien ficelé de l'inspecteur contre M. Trent ne tiendra pas. Le véritable coupable, je le crains, se trouve bien plus près de notre table à thé. » Chapitre 10. Les fissures s'élargissent. Le lendemain matin, le village vibrait des suites du thé du presbytère. La nouvelle se répandit rapidement à Rose Hill, et le départ soudain d'Edith Blakely, le visage rouge, tremblant et au bord des larmes, était déjà raconté avec des enjolivements. Certains disaient qu'elle s'était évanouie, d'autres qu'elle avait jeté sa tasse de thé en direction de Miss Marple. Un détail, remarqua Miss Marple avec ironie, qui tenait plus de l'imagination que de la réalité. Au salon de thé Sawyer, Madame Pierce murmura à Madame Price qu'Edith avait dû être surprise en flagrant délit de confession accablante. À la poste, l'épouse de M. Trent s'accrocha à cette histoire comme à une bouée de sauvetage,
déclarant que l'innocence de son mari était désormais évidente pour tous. L'inspecteur, bien sûr, n'était pas ravi. L'inspecteur Hardwick entra au commissariat, l'air tonitruant. « Nous ne laisserons pas cette paroissienne, » il voulait dire mademoiselle Marple, « semer le doute là où l'affaire est déjà claire. Tran comparaîtra devant les magistrats, et les ragots de Blakely n'auront aucune importance. » Le sergent Pritchard toussa discrètement. Sauf que monsieur, ce n'était pas des ragots, c'était plutôt révélateur. Hardwick lui lança un regard noir. « Êtes-vous du côté de Miss Marple maintenant, Pritchard ? Elle tricote peut-être, mais moi, je me livre à des preuves. » Le sergent ne dit rien, même si ses oreilles rougirent. Il avait vu le visage de madame Blakely et pensait que les preuves pouvaient parfois être écrites avec une expression aussi claire qu'à l'encre. Cet après-midi-là, Miss Marple reçut elle-même une visite inattendue. Madame Latham arriva à son cottage, le regard inquiet et les mains gantées se tordant l'une contre l'autre. « Ma chère Miss Marple, » commença-t-elle en baissant la voix presque aussitôt, « je ne peux me taire. Cela me rongeait, et la scène d'hier au thé n'a fait qu'empirer les choses. Vous souvenez-vous des pages manquantes du registre ? » « Très bien, en effet, » dit doucement Miss Marple. Madame Latham hésita, puis sortit de son sac à main un morceau de papier plié. « J'ai trouvé ceci glissé entre les recueils de cantiques dans la sacristie ce matin. Je crois que c'est une des feuilles déchirées. » Miss Marple le déplia avec soin. Les colonnes familières s'étalaient soigneusement sur la page. Nom, petite somme et date. Son regard parcourut lentement la liste jusqu'à s'arrêter sur 2 entrées. Madame Edith Blakely, 10 shillings, non payés, lut-elle doucement. Et Clara Harcourt, 5 shillings, cochés. Très intéressant. Oui, murmura madame Latham. Si la rumeur se répandait qu'Edith avait emprunté de l'argent à M. Sims, elle ne s'en remettrait jamais. Son orgueil ne le supporterait pas. Miss Marple plia soigneusement la page. L'orgueil, ma chère, est parfois plus dangereux que le désespoir. Et l'orgueil de madame Blakely a toujours été son trait le plus marquant. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait et que les lampes s'allumaient, Miss Marple, assise dans son salon, examinait son patchwork d'indices. Le journal de Sims, toujours manquant. Le carnet de prêt, à moitié vierge, à moitié rempli de noms. Les pages du grand livre, arrachées et cachées. Et la peur évidente dans les yeux d'Edith Blakely. Elle pensa aussi à madame Harcourt. La veuve avait failli mourir de peur, ou peut-être de quelque chose de plus tangible dans la sacristie. Pourtant, sa dette était minime et déjà réglée. Pourquoi souhaiterait-on la réduire au silence ? À moins, peut-être, qu'elle ait vu quelque chose, ou quelqu'un, le jour de la fête qu'elle n'avait pas voulu voir. Les aiguilles de Miss Marple claquaient régulièrement, un rythme apaisant tandis qu'elle traçait le motif dans sa tête. Elle l'avait déjà vu tant de fois, les mêmes petites vanités, les mêmes jalousies, le même orgueil obstiné qui poussait les gens ordinaires à des actes désespérés. Dehors, le vent faisait trembler le lierre contre sa fenêtre. Quelque part à l'autre bout du village, Edith Blakely était assise, raide comme une baleine, dans son salon, défiant son mari de parler des rumeurs, se défiant elle-même de ne pas trembler. Et Miss Marple, avec sa tranquille assurance, savait que les fissures dans le sang-froid d'Edith s'élargissaient. Il ne faudrait pas longtemps avant que tout le fragile édifice des ragots et de l'orgueil ne s'effondre, et avec lui, la vérité sur la mort d'Arnold Sims. Chapitre 11. Les derniers fils. L'inspecteur Hardwick n'était pas d'humeur à faire des subtilités. Le lundi matin, ses bottes frappaient les pavés de Rose Hill comme des déclarations de culpabilité. Il avait prévenu Melchester que l'incarcération de Percival Tran était imminente, et il répétait, haut et fort, que l'affaire serait bientôt conclue. Au salon de T. Sawyer, il déclara à Madame Price que les motivations de Tran sont évidentes. À la draperie, il assura à Madame Pierce que la loi est déjà respectée. Et au presbytère, au cours d'un déjeuner quelque peu tendu, il déclara au révérend Latham que justice doit être rendue. Seul le sergent Pritchard paraissait dubitatif, les sourcils froncés,
tandis qu'il suivait son supérieur. Il n'avait pas oublié le visage cramoisi de Madame Blakeley, ni l'assurance sereine de Mademoiselle Marple que les fils, une fois tirés, ne pouvaient être ignorés. Ce même après-midi, Miss Marple était assise avec le sergent dans son salon impeccable, le feu crépitant doucement. Sur la table se trouvait la page déchirée du registre que Madame Latham avait apporté, à côté des ombrages au crayon de Miss Marple des légères empreintes. « Voyez-vous, sergent, dit-elle d'un ton doux mais précis, Monsieur Sims tenait 2 registres, un public, le grand livre de la fête, et un privé, son carnet. Les noms concordent. De petits prêts, des broutilles en réalité, mais des broutilles aux contours tranchants. La dette d'Edith Blakeley n'était ni importante ni ruineuse, mais son orgueil souffrirait terriblement si elle était connue. Et l'orgueil, sergent, est parfois le mobile le plus mortel. Pritchard hocha lentement la tête. Alors elle a déchiré les pages. Miss Marple eut un léger sourire. Je crois. Elle craignait que son nom soit découvert, et quand Sims insista, menaça peut-être de révéler sa petite malhonnêteté. Eh bien, le désespoir pousse vite dans un sol arrosé par l'orgueil. Le sergent déglutit. Mais l'inspecteur, il s'en prend à tran. Oui, répondit Miss Marple, c'est pourquoi nous devons lui fournir des preuves trop évidentes pour être ignorées. Les gens comme Madame Blakeley sont défaits non par des questions, mais par leurs propres réponses. Nous allons lui donner l'occasion de s'exprimer. 2 soirs plus tard, une réunion du comité paroissial se tint à la salle paroissiale pour discuter des comptes de la fête. L'inspecteur y assista, sévère et formel, déterminé à faire preuve de vigilance. Mademoiselle Marple était assise au fond, son sac à tricot à côté d'elle, le sergent Pritchard juste derrière. Madame Latham se leva nerveusement pour présenter les chiffres. Sa voix tremblait lorsqu'elle expliqua que, si la plupart des reçus étaient en règle, certaines pages avaient été égarées. Elle jeta un regard inquiet à Miss Marple, qui lui adressa un léger signe de tête encourageant. À cet instant, le sergent Pritchard s'éclaircit la gorge. « Pardon, Madame Latham, mais une page égarée a été retrouvée dans la sacristie. Elle porte certains noms. De petites sommes, rien d'alarmant, mais cela prouve que le registre est incomplet. » Il déposa la page déchirée sur la table, à la vue de tous. Un murmure s'éleva parmi les villageois rassemblés. Edith Blakeley, assise raide à côté de son mari, pâlit. L'inspecteur Hardwick fronça les sourcils. « Ce n'est pas pertinent. Notre affaire concerne M. Tran. » Mais la voix de Miss Marple, douce mais claire, résonnait dans le couloir. « Oh, je trouve cela tout à fait pertinent, inspecteur, car voici le nom de Madame Blakeley, avec une dette enregistrée. 10 shillings, impayés. Une bagatelle, certes, mais qu'elle a niée la semaine dernière. » Tous les regards se tournèrent vers Edith. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, ses mains voltèrent comme des oiseaux pris au piège. Ce n'était rien. Juste un prêt. Sims insistait. Il voulait me le rendre, mais je ne supporterais pas la honte si les gens apprenaient. Les mots jaillirent, frénétiques, inexorables. Son mari la fixe, sidéré. L'inspecteur se raidit. Le sergent, l'observant attentivement, griffonna des notes. Et Miss Marple, joignant les mains sereinement, comprit que le piège avait fonctionné. L'orgueil avait fait son œuvre. Mais elle savait aussi autre chose. Un aveu de dette n'était pas la même chose qu'un aveu de meurtre. La panique d'Edith Blakeley prouvait sa peur d'être démasquée, mais pas si elle avait déchiré des pages. Cette vérité ultime attendait encore d'être doucement exhumée. Le regard de Miss Marple s'adoucit. Les cœurs humains, songea-t-elle, se révèlent souvent par étapes. Le dernier nœud ne nécessiterait qu'un léger effort. Chapitre 12. La vérité éclate. C'était une matinée grise et agitée à Rose Hill, une matinée qui ne semblait ni tout à fait automnale, ni tout à fait estivale, le ciel s'étendant comme du linge humide à l'horizon. Les villageois vaquaient à leurs occupations sans enthousiasme, s'arrêtant pour échanger des remarques chuchotées sur les événements des 2 semaines écoulées. La fête, la mort subite d'Arnold Sims,
l'effondrement de Madame Harcourt, l'arrestation de M. Tran, et enfin l'explosion de choc d'Edith Blakely lors de la réunion du comité, tout cela persista comme une tempête qui refusait de s'apaiser. L'inspecteur avait déclaré que l'affaire était pour ainsi dire réglée, mais les villageois se laissent rarement convaincre par les seules déclarations officielles. Ils préfèrent les histoires, les explications qui correspondent à leur compréhension de la nature humaine. Et à Rose Hill, personne ne comprenait cette nature aussi clairement que Miss Jane Marple. Elle-même, assise tranquillement à sa table de petit déjeuner, beurrait ses tartines avec une précision tranquille. Son petit salon était chaleureux, un pot de chrysanthème illuminant le rebord de la fenêtre. Sur la table, à côté de son assiette, se trouvait un bout de papier plié, la page du grand livre que Madame Latham avait récupéré, sur laquelle le nom d'Edith Blakely était inscrit aussi clairement qu'une accusation. Miss Marple mangea un silence, le regard pensif. Puis elle se leva, rangea ses affaires et enfila son élégant manteau gris. Elle avait déjà, dans sa tête, imaginé le décor de ce qui allait suivre. Les êtres humains, elle le savait, se révèlent non pas dans l'interrogatoire, mais dans la conversation. Et rien n'invitait autant à la conversation que le salon du presbytère, avec son thé et son air de respectabilité bienveillante. En milieu d'après-midi, un petit groupe soigneusement sélectionné s'était rassemblé. Le révérend Latham semblait légèrement déconcerté d'avoir été contraint d'organiser une nouvelle réunion, mais sa femme avait pris son courage à deux mains et avait disposé sa plus belle vaisselle. L'inspecteur Hardwick était présent, imprégné d'autorité, la moustache hérissée. À ses côtés siégeait le sergent Pritchard, calmement attentif. Edith Blakely, le visage pâle et crispé, était venue sous prétexte de racheter son nom, même s'il était évident pour quiconque y voyait qu'elle était profondément bouleversée. Son mari, Percy, se tenait à ses côtés, anxieux et silencieux. Madame Harcourt avait également été invitée, pâle mais déterminée, les yeux cernés par sa récente épreuve. Et au bout de la table, Miss Marple elle-même, tricotant à la main, aussi placide que si la conversation ne portait que sur les fleurs de l'église. « Allons donc !» commença l'inspecteur Hardwick en regardant autour de lui en fronçant les sourcils. « Je dois protester contre ce rassemblement. Les affaires de droit se règlent mieux au tribunal, pas dans un salon de thé. » Miss Marple sourit doucement. « Tout à fait vrai, inspecteur. Mais j'ai toujours trouvé qu'on dit plus facilement la vérité dans des choses familières. Tasses, soucoupes, petits gâteaux. Voyez-vous, les gens ici n'ont pas peur des tables à thé comme ils ont peur des tribunaux. » Hardwick renifla. Bon, si ça met fin à l'affaire, tant pis. Dites-nous ce que vous avez à dire. » Miss Marple plia soigneusement son tricot sur ses genoux. « Très bien. Nous savons bien sûr que le pauvre monsieur Sims s'est évanoui à la fête. Le médecin pense qu'il s'agissait d'un poison, peut-être de la digitale. Cela semble évident. L'inspecteur a conclu que monsieur Train l'avait administré, à cause de leur dispute. » Le nom de Tran provoqua un murmure, compatissant chez Madame Harcourt, désapprobateur chez Edith Blakely. Mademoiselle Marple poursuivit d'un ton doux. Et pourtant, en y réfléchissant, plusieurs choses me troublaient. Monsieur Sims était un homme soigneux, ordonné, précis. De tels hommes n'égarent pas leurs agendas et ne laissent pas leurs colis disparaître. Et puis, il y avait les pages déchirées du registre paroissial. Ce n'était pas une coïncidence, me semblait-il. En effet, à y regarder de plus près, on s'aperçoit que M. Sims était bien plus qu'un instituteur. C'était en réalité un prêteur de petites sommes, des prêts insignifiants, des broutilles peut-être, mais soigneusement comptabilisés. Il y eut un mouvement autour de la table. Edith Blakely s'agita, mal à l'aise. Le regard de Miss Marple se posa sur elle, doux mais ferme. « On vous a prêté un tel prêt, Madame Blakely. 10 shillings, une somme insignifiante, et vous aviez sans doute l'intention de le rembourser. Mais vous craigniez d'être découverte. Alors, lorsque le registre fut exposé à la fête, vous en avez glissé des pages, dont votre nom. » Les mains d'Edith tremblaient. « Je n'ai jamais... » commença-t-elle, mais sa voix tremblait. Miss Marple poursuivit, calme et implacable. « On vous a vu au stand.
Madame Latham n'a peut-être pas voulu en parler, mais d'autres l'ont remarqué aussi. Vous avez serré le livre contre votre poitrine, Edith, comme si vous craigniez qu'il ne vous brûle. Et quand je vous l'ai demandé directement, vous avez nié avoir jamais emprunté d'argent. Pourtant la page est là, dans mon sac, avec votre nom clairement écrit. Edith laissa échapper un cri étranglé. Percy Blakeley murmura son nom avec horreur. « Mais, dit doucement Miss Marple, arracher une page, ce n'est pas arracher une vie. Je crois que c'est l'œuvre de quelqu'un d'autre. » L'inspecteur Hardwick s'agita sur sa chaise. Quelle absurdité! Cette femme n'a rien avoué. Tran est l'homme. Non, inspecteur, répondit fermement Miss Marple. Il ne l'est pas. Monsieur Tran s'est peut-être disputé avec Sims, mais il est trop vaniteux et trop stupide pour empoisonner discrètement. Il fanfaronne, certes, mais ceux qui fanfaronnent en public frappent rarement en secret. Non, la vérité est ailleurs. La pièce était devenue silencieuse. Les doigts pâles de Madame Harcourt serraient sa tasse de thé. Miss Marple tourna son regard vers elle. « Ma chère Madame Harcourt, dit-elle doucement, vous m'avez dit que M. Sims vous aidait avec les papiers de votre mari. C'était vrai, bien sûr, mais il y avait autre chose, n'est-ce pas? Vous avez reçu de l'argent de sa part, 5 shillings. C'est enregistré avec une coche à côté, indiquant qu'il a été remboursé. Vous n'aviez aucune raison de craindre d'être exposé. » Madame Harcourt rougit, les larmes lui montant aux yeux. « Oui, j'ai emprunté une fois, mais je l'ai remboursé. Il était assez gentil, quoique strict. »« Justement, dit Miss Marple, vous n'aviez rien à craindre. Mais vous avez vu quelque chose le jour de la fête, n'est-ce pas? C'est pour cela que vous vous êtes effondré dans la sacristie. Pas de poison, je crois, même si vous l'avez peut-être cru, mais le choc de reconnaître la vérité. » Les lèvres de Madame Harcourt s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Miss Marple se tourna lentement vers la dernière personne dans la pièce, son expression douce mais ses yeux inflexibles. « Madame Latham. » La femme du vicaire poussa un petit cri, le visage blême. « Non, oh non, vous ne pouvez pas vouloir dire. » Mais la voix de Miss Marple resta ferme. « Oui, ma chère, c'était vous. Les pages manquantes étaient sous votre garde. Le livre était à vous de le surveiller. Vous m'avez dit vous-même avoir constaté la disparition des feuilles la veille de la fête. Et pourtant, lorsque la commotion a éclaté, vous avez caché le registre dans votre sac à main. Vous craignez ce que les autres pourraient y voir. Non pas le nom d'Edith Blakeley, même si vous lui avez permis de le croire, mais le vôtre. » Il y eut un silence stupéfait. Miss Marple continua d'une voix douce mais impitoyable. « Vous empruntiez régulièrement à Sims. Les revenus du presbytère sont modestes et les dépenses liées au travail paroissial sont importantes. Vous vous disiez que c'était temporaire, que vous rembourseriez quand vous le pourriez. Mais Sims n'était pas homme à être indulgent. Il vous a pressé, peut-être même menacé de révéler la vérité. Et une révélation face à la femme d'un pasteur serait insupportable. » Madame Latham secoua violemment la tête. « Non, vous avez tort. » Mais Miss Marple insista. « À la fête, tu as servi de la limonade. Tu as versé un verre à Sims toi-même. Tu avais accès au pichet et tu as pu ajouter un peu de son propre remède, de la digitale, dont tu savais qu'il prenait. De quoi l'affaiblir, peut-être même le tuer, surtout sous l'effet de l'excitation. Et lorsqu'il s'est effondré, tu as caché le registre pour te protéger. Plus tard, tu m'as murmuré qu'il manquait des feuilles, feignant de t'inquiéter pour les autres, alors qu'en réalité, tu craignais pour toi. » La salle s'exclama. Le vicaire fixait sa femme avec une incrédulité horrifiée. Edith Blakeley enfouit son visage dans ses mains. L'inspecteur Hardwick se leva d'un bond. « C'est absurde. Madame Latham est irréprochable. » Mais le sergent Pritchard, pâle et secoué, tendit un petit objet. « Monsieur, si vous me le permettez, lorsque nous avons examiné la sacristie après le malaise de Madame Harcourt, nous avons trouvé ce flacon dans le placard derrière les recueils de cantiques. De la digitale. Et pas de l'officine du docteur Grafton. Il porte l'écriture de Madame Latham. Elle avait mesuré des doses pour la sœur du vicaire, l'hiver dernier. »
Le silence qui suivit était plus lourd que n'importe quel cri. Madame Latham vacillait sur sa chaise, les mains tremblant violemment. « Je voulais seulement l'effrayer, murmura-t-elle. Qu'il arrête de me presser. Je pensais que ce serait un avertissement. Mais il est tombé si vite. Je n'ai jamais voulu. » Sa voix s'est brisée. Le vicaire se couvrit le visage des mains. L'inspecteur était assis lourdement, le visage empreint d'un mélange de fureur et d'humiliation. Seule Miss Marple demeurait calme, le regard rempli d'une tristesse sourde. « Voyez-vous, dit-elle doucement, la nature humaine est très semblable partout. L'orgueil, la peur, le désespoir. Ils poussent les gens aux plus petites erreurs, et parfois aux plus graves. » Les heures qui suivirent passèrent dans un brouillard. Madame Latham, pâle et tremblante, fut raccompagnée. L'inspecteur, peiné, marmonna quelque chose à propos d'« enquête complémentaire ». Le sergent Pritchard nota les déclarations, le cœur lourd. Les villageois, une fois la vérité connue, réagirent avec cet étrange mélange d'horreur et de satisfaction qui accompagne toujours un scandale chez eux. Pendant ce temps, Miss Marple retournait tranquillement à son cottage. Elle posa son manteau, posa son tricot sur sa chaise et mit la bouilloire en marche. Dehors, les nuages s'étaient enfin dissipés et le village baignait dans un pâle soleil. En sirotant son thé, elle ne pensait pas au triomphe, mais à la tristesse. Madame Latham n'avait pas été un monstre, juste une femme accablée par les circonstances et affaiblie par la peur. Il en avait toujours été ainsi. Les crimes ne naissent pas de la seule méchanceté, mais de défauts ordinaires devenus désespérés. Elle regarda la petite page déchirée sur son bureau, avec ses rangées nettes de noms et de chiffres. De si petites choses, de si petites sommes, et pourtant elles avaient brisé une vie, ruiné un mariage et ébranlé un village. Miss Marple plia soigneusement la page, la glissa dans une enveloppe, et la rangea dans son tiroir. Puis elle reprit son tricot, ses aiguilles cliquetant doucement, toujours aussi régulières et patientes. La vie à Rose Hill reprendrait, avec le temps, son rythme paisible. L'été, le son des cloches, le murmure des ragots du village. Pourtant, sous tout cela, le souvenir d'Arnold Sims, des noms arrachés et des vérités révélées autour du thé, persisterait, tel un léger point dans la trame du village, visible seulement à ceux qui y regardaient attentivement. Miss Marple, bien sûr, regardait toujours attentivement. Chapitre 13. Épilogue. Un village retrouve le calme. 2 semaines plus tard, Rose Hill avait retrouvé son air paisible. Les boutiques avaient rouvert à leur rythme habituel. Les cloches de l'église sonnaient toujours aussi fidèlement, et les chrysanthèmes du jardin de Miss Marple hochaient la tête comme si rien n'avait changé. Pourtant, les courants sous-jacents du scandale et du chagrin persistaient, tissés dans la vie du village comme une tache indélébile. On parlait de Madame Latham à voix basse, avec un curieux mélange de pitié et de condamnation. Le révérend, pâle et abattu, poursuivait ses devoirs avec une détermination tranquille, même si ses sermons semblaient un peu plus lourds et sa voix un peu plus lasse. Percy Valtran, libéré sans inculpation, était retourné à son bureau avec encore plus d'agitation qu'auparavant et un air de rancœur renouvelé. Il lissait sa moustache à chaque surface réfléchissante et déclarait souvent, à qui voulait l'entendre, que la loi ne doit pas se laisser influencer par les ragots. Rares étaient ceux qui lui témoignaient de la sympathie, mais son innocence, bien que réticente à leurs yeux, était reconnue à contre-cœur. Edith Blakely, quant à elle, gardait ses rideaux tirés un peu plus fort, et sa voix était plutôt basse au salon de thé Sawyer. Pourtant, au bout de 15 jours, elle reprit son bavardage habituel, avec juste ce qu'il faut de retenue pour rappeler à ceux qui l'écoutaient que même les ragots peuvent brûler la langue qui les propage. Madame Harcourt, reconnaissante d'avoir été blanchie, se mit à marcher plus ouvertement dans les ruelles, toujours avec une pointe de prudence.
Elle avait trop bien vu avec quelle rapidité une rumeur pouvait se transformer en accusation. Un après-midi, Miss Marple était assise dans son jardin, son tricot sur les genoux, tandis que de faibles rires d'enfants s'échappaient du chemin. Le sergent Pritchard passa, s'arrêtant devant son portail et lui adressant un signe de tête respectueux. « J'ai pensé que vous aimeriez savoir, madame, » dit-il doucement. « Madame Latham a tout avoué. Elle dit que c'était un moment de panique. Elle voulait seulement affaiblir Sims pour mettre fin à ses exigences. La justice suivra son cours. » Miss Marple inclina la tête. « Oui, sergent. La loi fera ce qu'elle doit. Mais rappelez-vous, elle n'était pas méchante au fond, seulement effrayée, orgueilleuse et prise dans un piège trop grand pour ses forces. » Le sergent parut pensif. « Vous voyez les choses plus clairement que n'importe quel inspecteur, Miss Marple. Hardwicke est retourné à Melchester, le visage plutôt rouge. » Miss Marple sourit faiblement. « Ah bon, des hommes comme l'inspecteur Hardwicke préféraient que leurs affaires soient bien rangées. Mais la nature humaine n'est jamais bien rangée, sergent. Elle s'effiloche sur les bords, elle se plisse au milieu. Il faut considérer le schéma dans son ensemble. » Il toucha sa casquette et continua son chemin, laissant Miss Marple seule avec son tricot et ses pensées. Ce soir-là, elle écrivit une courte lettre à une vieille amie de St. Mary Mead, racontant les événements de Rose Hill avec son humour discret habituel. Elle décrivit la fête, le grand livre, les ragots et l'issue tragique, mais sans s'attarder sur le triomphe. Elle termina par une phrase qui aurait pu passer inaperçue si l'on n'avait pas bien connu Miss Marple. « C'est curieux, n'est-ce pas, de voir comment quelque chose d'aussi petit qu'une page déchirée peut révéler une histoire entière, si l'on regarde d'assez près. » Elle scella l'enveloppe, la déposa soigneusement sur la table du hall pour le courrier du matin et retourna s'asseoir. Dehors, le village était silencieux, enveloppé par la douce quiétude du soir. La vie à Rose Hill continuerait. Thé, fêtes, petites disputes et réconciliations. Mais au-delà de tout cela, Miss Marple le savait, les leçons de la mort d'Arnold Sims resteraient à moitié enfouies comme des racines sous la terre, que l'orgueil et la peur sont plus dangereux que les poignards, et que même les registres les plus précis ne peuvent dissimuler les vérités du cœur humain. Miss Marple prit ses aiguilles, ses doigts se déplaçant avec une précision constante. Le motif se dessina sous ses mains, ordonné et calme, et dans cet acte silencieux, comme dans sa sagesse silencieuse, résidait le véritable rétablissement de la paix. La fin. Souhaitez-vous que je crée maintenant un synopsis de l'ensemble du roman, chapitres 1 à 13, afin que vous ayez un aperçu clair de l'arc narratif, des personnages et des thèmes centraux? Vous avez dit, 14 ChatGPT a dit, Miss Marple et le livre aux noms arrachés. Chapitre 14. Post-scriptum. Miss Marple réfléchit. C'était une matinée fraîche, de celles qui embaument le parfum de la fumée de bois et la promesse du gel. Miss Marple était assise à son bureau, une petite pile de correspondances à côté d'elle. Elle avait terminé sa lettre à son neveu Raymond, pleine de détails familiaux joyeux, même si elle soupçonnait qu'il la parcourrait avec impatience avant de se jeter sur ses observations sur la psychologie humaine au quotidien. Elle s'arrêta, un stylo à la main, et s'autorisa un moment de réflexion. L'affaire Arnold Sims, pensait-elle, n'avait été ni grandiose ni mélodramatique, même si les journaux de Melchester avaient tenté de la présenter ainsi. C'était en substance l'histoire d'une femme effrayée, d'un homme strict et du silence dangereux qui les régnait. Les villageois, avec leurs ragots et leurs soupçons, avaient joué leur rôle, car les ragots, Miss Marple le savait, ne sont jamais de simples bavardages. C'était le système nerveux d'une communauté, transmettant des messages rapides, parfois déformés, parfois affinés, mais toujours révélant plus que ce que les gens voulaient. Ce qui la frappa le plus, ce ne fut pas l'ingéniosité du crime, ni même sa solution, mais la banalité de sa cause. Fierté, peur, honte pour quelques livres. Tant de vies détruites par une si petite chose. Elle l'avait déjà vu, et elle le reverrait. Elle croisa les mains. Dans un monde troublé par de grandes guerres et de grands bouleversements,
Il était curieux de constater combien souvent les tragédies les plus douloureuses naissaient non pas du pouvoir ou de l'ambition, mais des petits défauts familiers du caractère humain. Plus tard dans la journée, elle flâna dans la rue principale de Rose Hill. Le village avait déjà enrobé l'affaire Sims d'anecdotes. Certains affirmaient que Madame Latham avait été égarée par le surmenage. D'autres insistaient sur le fait que M. Sims avait été un homme dur, vraiment, et voué à l'échec. Déjà l'histoire se transformait, remodelée pour répondre aux besoins d'explication du village. Miss Marple sourit faiblement en passant devant le salon de thé. Elle savait que les histoires changent toujours à chaque fois qu'on les raconte. Seuls les schémas perdurent. Au bureau de poste, Madame Price se pencha au-dessus du comptoir. Quel soulagement, Miss Marple, d'en avoir fini avec tout ça, et de penser à la rapidité avec laquelle la vie reprend son cours. On pourrait presque oublier, si ce n'étaient les murmures, bien sûr. Oui, dit Miss Marple, le regard bienveillant, la vie revient. C'est la bénédiction des villages. Ils se réparent, mais jamais sans cicatrice. Ce soir-là, de retour à son chalet, elle posa ses lettres et prit son tricot. Le feu brillait, l'horloge tic-taquait, et les aiguilles s'agitaient à leur rythme paisible. Elle pensa à Arnold Sims, à Madame Latham, aux noms arrachés du registre. Elle pensa à l'orgueil d'Edith Blakely, à la peur de Madame Harcourt, à la vanité de Monsieur Tran. Tous ordinaires, tous humains, et tous, en fin de compte, s'inscrivaient dans un schéma qu'elle avait reconnu dès le début. Les gens, tels des points de suture, peuvent paraître forts seuls, mais c'est dans leur assemblage et leur rupture que la vérité se révèle. Miss Marple sourit, rangea soigneusement son tricot dans son sac et éteignit la lampe. Demain apporterait une nouvelle petite énigme, un gant manquant, une dispute à propos de haies de jardin, ou peut-être simplement les mystères ordinaires de la vie quotidienne. Et elle, comme toujours, serait prête à remarquer ce que les autres oubliaient. Chapitre 15. Un village guéri, et pas. Un dimanche matin, les cloches de Saint-Luc sonnèrent à Rose Hill, leurs douces notes flottant sur les toits de chaume, le long des ruelles sinueuses et à travers le jardin du presbytère où la tragédie avait commencé. Pour un étranger de passage, le village aurait pu sembler l'image même de la tranquillité. Les chaumières se dressaient impeccablement, la fumée s'échappant des cheminées. Des enfants en habits du dimanche sautillaient, les mains tirées fermement par des mères soucieuses d'être ponctuelles. Même l'air semblait purifié par la pluie de la nuit précédente. Mais ceux qui vivaient au village savaient que Rose Hill, malgré sa sérénité apparente, portait le poids silencieux des événements récents. La mort d'Arnold Sims avait été enterrée, littéralement dans le cimetière, et au sens figuré dans l'esprit de ceux qui préféraient tirer le rideau sur les vérités affreuses. Pourtant, des rumeurs persistaient. Elles persisteraient pendant des années. Il en a toujours été ainsi. Miss Marple assista à la cérémonie, se glissant discrètement dans son banc habituel, au fond. Elle chanta les cantiques de sa voix douce et mélodieuse, inclina la tête pendant les prières et écouta attentivement le sermon du révérend. Pauvre homme, pensa-t-elle avec compassion, car il paraissait un peu plus âgé, les épaules voûtées par le poids du scandale et du chagrin. Il parlait avec ferveur du pardon, de la fragilité de la nature humaine, de l'espoir d'un renouveau, autant de vérités, certes, mais qui pesaient lourdement sur son cœur. Madame Latham, bien sûr, était absente. On ne la revit plus à Rose Hill. Après ses aveux, elle avait été placée en garde à vue, puis discrètement transférée à Melchester. Le procès aurait lieu en temps voulu, même si son issue ne faisait guère de doute. La loi, contrairement aux cœurs humains, faisait peu de distinction entre meurtre délibéré et imprudence mortelle. Les villageois murmuraient qu'elle ne serait pas emprisonnée longtemps. Peut-être qu'on ferait preuve de clémence, car elle n'avait pas été cruelle, seulement désespérée. Mais à Rose Hill même, son absence était déjà en train d'être aplanie. Le rôle des fleurs fut discrètement réaffecté, les comptes passèrent entre de nouvelles mains,
et la vie reprit son cours, comme si la terre elle-même était déterminée à se refermer sur ce trouble. Miss Marple, observant les fidèles sortir de l'église, ne put s'empêcher de songer à cette curieuse qualité de vie villageoise. Les grandes tragédies des villes sont évoquées par les journaux et les monuments. Dans les villages, elles sont évoquées par les ragots, retouchées et embellies jusqu'à devenir presque méconnaissables. Dans 10 ans, pensa-t-elle, on dirait que le pauvre Arnold Sims est tombé raide mort à la fête, d'un problème cardiaque, vous savez, tandis que la véritable histoire d'empoisonnement et de pages déchirées serait réduite à une vague rumeur dont seuls quelques-uns se souviendraient encore. Devant l'église, la grande-rue grouillait de sa convivialité dominicale. Madame Blakely était là, bien sûr, le visage toujours aussi résolument joyeux. Elle parla du nouvel abri de jardin de son mari, d'une nièce qui s'était mise à la dactylographie, de la rareté des groseilles. Elle passa sous silence sa propre humiliation, et la plupart des villageois, par politesse ou prudence, ne la pressèrent pas. Mais son bavardage était plus faible qu'avant, son rire trop fragile. L'orgueil, Miss Marple le savait, une fois fêlé, ne retrouvait jamais tout son éclat. Madame Harcourt, un peu à l'écart, reçut un murmure de sympathie et une pointe de respect renouvelée. Après tout, elle avait été un temps l'objet de scandales, mais son innocence était prouvée, et l'innocence rachetée est souvent plus éclatante que l'innocence jamais remise en question. Elle sourit, accepta les condoléances et parla doucement de son intention de louer son cottage. Peut-être passerait-elle un moment chez un cousin à Bath, dit-elle. La vérité était claire pour mademoiselle Marple. Madame Harcourt souhaitait échapper aux murmures, aussi bienveillants fussent-ils, qui la poursuivraient dans tous les recoins de Rose Hill. Percival Trant, impeccable comme toujours, bomba le torse et rappela à tous ceux qui l'entendaient qu'il avait été injustement soupçonné, mais qu'il l'avait supporté avec la dignité d'un gentleman. Sa femme paraissait fatiguée, le regard terni par la tension des dernières semaines. La vanité, songea Miss Marple, était un piètre bouclier pour une famille blessée. Pourtant, Trant se remettrait, car la vanité est résiliente lorsqu'elle est nourrie par l'amour-propre. Quant à Miss Marple, elle rentrait de l'église à son rythme habituel. Ses voisins la saluaient de hochements de tête et de sourires, mais derrière cette courtoisie se cachait une subtile reconnaissance. Elle avait encore vu juste. Peu le disaient à voix haute, mais beaucoup le savaient. À sa manière discrète, elle avait vu ce que les autres avaient manqué. Dans son cottage, elle accrocha son manteau, posa son chapeau sur sa patère et fit bouillir l'eau. L'après-midi s'étendait devant elle. Un peu de désherbage au jardin, peut-être, ou un chapitre d'Anthony Trollope. Pourtant, ses pensées s'attardaient encore sur le déroulement des événements. La fête, le grand livre, les ragots, la peur. Elle versa son thé et s'assit dans son fauteuil préféré, contemplant le jardin où les dernières roses s'accrochaient obstinément à leurs tiges. Elle repensa à Madame Latham. Pauvre femme, ni méchante ni cruelle, seulement effrayée. L'orgueil l'avait poussée à la folie, la peur l'avait guidée, et dans un instant de faiblesse, elle avait déclenché une chaîne d'événements sans retour. Miss Marple soupira doucement. Elle l'avait déjà vu, et elle le reverrait. La nature humaine était infiniment variée dans ses détails, mais infiniment prévisible dans son essence. Cette semaine-là, des lettres arrivèrent de St. Mary Mead. Son neveu Raymond écrivit avec empressement au sujet de son nouveau roman et demanda si tante Jane avait des observations sur la psychologie du crime, qui pourraient être utiles. Elle sourit en le lisant. Peut-être en partagerait-elle quelques mots, même si Raymond avait une certaine manie de s'approprier sa sagesse et de la faire passer pour de l'invention. Une autre lettre arriva d'une vieille amie, Madame Bantry, pleine de bavardages sur les bals et l'embellissement des jardins. Miss Marple la lut avec plaisir. Le monde au-delà de Rose Hill continuait de vivre avec enthousiasme. Et pourtant, pensa-t-elle, on y retrouvait les mêmes vérités qu'ici. Que ce soit dans les salons londoniens
ou dans les paisibles paroisses, les gens se révélaient par les mêmes petites vanités, les mêmes jalousies, les mêmes petits mensonges. Alors que les jours s'allongeaient jusqu'en octobre, Rose Hill retrouva son calme apparent. L'épicier empilait ses pommes, la postière triait son courrier, les enfants couraient en criant à travers la verdure. Si un étranger passait par là, il ne remarquerait que la beauté du lieu et la tranquillité de ses ruelles. Mais Miss Marple, qui vivait parmi eux, savait que sous cette tranquillité se cachait toujours la fragilité humaine. Elle l'apercevait dans le bavardage nerveux de Madame Blakely, dans les fanfaronnades pompeuses de Monsieur Tran, dans le regard las du révérend. Chacun portait des cicatrices invisibles aux yeux des étrangers, mais parfaitement visibles à qui observait attentivement. Et elle observait, comme toujours, avec un regard d'une douceur trompeuse et un esprit vif comme le carnet d'un détective. Non pas qu'elle recherchait le crime, mon Dieu non, mais parce qu'elle comprenait que là où les gens vivent ensemble, avec toute leur fierté et leur peur, leur jalousie et leurs affections, il y aura toujours des énigmes à résoudre. Elle reprit son tricot, les aiguilles cliquetant doucement dans ses mains. Dehors, la lumière baissait, et les premiers frissons du soir s'installaient. Elle pensa à Arnold Sims, à Madame Latham, aux livres aux noms arrachés. Leur histoire était terminée, mais sa leçon demeurait. Les êtres humains, songea Miss Marple, ressemblent beaucoup aux livres. Certains gardent leur couverture impeccable, tandis que leurs pages sont cornées à l'intérieur. D'autres sont miteux à l'extérieur, mais purs au fond. Et certains arrachent carrément des pages, espérant effacer ce qui a été écrit, pour finalement découvrir que de faibles impressions subsistent, attendant d'être lues. Elle sourit, rangea soigneusement son tricot dans son sac et tira les rideaux pour se protéger du crépuscule. Demain apporterait son lot de petits mystères, un gant perdu, une dispute à propos des limites du jardin, une demi-couronne manquante. Mais quoi qu'il arrive, elle serait là pour le remarquer, pour l'écouter, pour remettre les mailles en ordre. Car c'était là son don, sa vocation silencieuse, voir la vérité, si petite soit-elle, dans le modèle infini des vies humaines. Et avec cette pensée, Miss Marple alluma sa lampe, se versa une autre tasse de thé et s'installa confortablement près du feu, se contentant, comme toujours, d'attendre et de regarder. Chapitre 16. Clôture du grand livre. Les premières gelées s'abattèrent sur Rose Hill par une claire matinée de novembre. Les toits brillaient de blanc, les haies se raidissaient sous le gel, et l'air portait le parfum vif et âcre de l'hiver. Miss Marple, levée tôt comme à son habitude, resta un instant à sa fenêtre pour admirer la beauté du paysage. Elle aimait le gel, il mettait tout à nu, parant d'argent même le plus humble poteau de clôture. On y distinguait clairement ce qui était habituellement flouté par les nuances plus douces de l'été et de l'automne. C'était, pensa-t-elle, une conclusion appropriée à l'affaire des noms arrachés. Le procès à Melchester avait été bref. Madame Latham, pâle et brisée, avait avoué sans résistance. L'accusation était d'homicide involontaire et non de meurtre, car le tribunal avait admis qu'elle n'avait pas eu l'intention de tuer. La peine était clémente, une peine d'emprisonnement, mais pas trop longue. Elle devait ensuite être confiée à un cousin, loin de Rose Hill. Le révérend Latham avait renoncé à son salaire. Il avait parlé de santé et d'un besoin de réflexion tranquille, mais tous comprenaient que la vérité. Lui et sa femme ne reviendraient mot pas. Un autre vicaire serait nommé en temps voulu. Déjà, Madame Price, à la poste, spéculait sur le style de prédication du nouvel homme, tandis que Madame Pierce espérait qu'il aurait une épouse capable de siéger en comité. La vie, pensait Miss Marple, ne perd pas de temps à broder de nouveaux motifs sur du tissu déchiré. Le terrain de la fête était nu, l'herbe encore abîmée là où se trouvaient les stands. Le comité de la salle des fêtes avait décidé de perpétuer la tradition l'année suivante. Nous ne pouvons pas l'abandonner définitivement.
déclara madame Blakely avec son air habituel, même si sa voix était moins convaincante. Les gens acquiescèrent. Les villages privilégient la continuité. Croire que la roue tourne les réconforte. Quant à Edith Blakely, elle retrouva son bavardage, mais jamais pleinement sa suprématie. Elle était désormais diminuée, son autorité minée par son exposition. Elle parlait plus fort, peut-être pour compenser, mais les villageois l'écoutaient d'une oreille distraite. L'orgueil, une fois percé, ne peut être complètement réparé. Madame Harcourt quitta Rose Hill à Noël. Elle écrivit à mademoiselle Marple depuis Bath, où elle avait loué une chambre chez sa cousine. Sa lettre était pleine de petites joies, la pump room, la musique, la compagnie de gens qui ignoraient son passé. Mademoiselle Marple répondit chaleureusement, car elle éprouvait une affection sincère pour la jeune veuve. On n'est pas obligé de vivre éternellement sous le coup de la suspicion, écrivit-elle. La vie nous permet de tourner les pages, même lorsque d'autres essaient de relire les mêmes lignes encore et encore. Comme on pouvait s'y attendre, M. Tran reprit son travail avec une pompe redoublée. Il déclarait à qui voulait l'entendre qu'il avait enduré une injustice flagrante, avec un courage remarquable. Rares furent ceux qui le contredisaient. Sa femme, plus calme qu'auparavant, supportait ses arrogances avec résignation. Miss Marple la plaignait plus que lui. La vanité chez un mari, pensait-elle, est déjà assez pénible. La vanité justifiée est insupportable. Par un après-midi frais de décembre, le sergent Pritchard fit irruption au cottage de Miss Marple. Son sérieux, sa casquette à la main, lui donnaient une allure presque enfantine. « Je voulais vous remercier, Miss Marple, » dit-il. « Sans vous, nous aurions jugé un innocent et occulté la vérité. » Miss Marple sourit gentiment. « Vous ne devez pas me remercier, sergent. Vous en avez vu plus que votre inspecteur, car vous avez écouté. C'est le début de la sagesse. Le reste est une question de patience, et la patience vient avec la pratique. » Il rougit, mais ses yeux brillaient. « N'empêche, j'ai beaucoup appris de toi. Si je puis me permettre, c'est un privilège. » Elle lui tapota doucement la main. « Je suis sûr que vous ferez un excellent inspecteur un jour, et vous vous en porterez mieux en vous rappelant que la nature humaine est plus souvent stupide que méchante. Cependant, la stupidité peut mener à la méchanceté si on la pousse trop fort. » Ce soir-là, Miss Marple rédigea ses dernières notes sur l'affaire dans son petit carnet de notes. Pas vraiment un journal intime, mais un recueil d'observations qu'elle conservait depuis des années. Elle écrivit « Sims, fier, méticuleux, prêtant de l'argent à beaucoup. L'orgueil en ordre peut susciter du ressentiment. Latham, craintif, honteux, accablé par les circonstances. La peur et l'orgueil réunis sont extrêmement dangereux. Blakely, vaniteux, bavard, d'apparence orgueilleuse, orgueil anéanti par les ragots. Harcourt, frivole, insouciant, mais innocent en la matière. Tran, querelleur, mais pas assez froid, pour faire du mal en secret. Leçon, une page déchirée n'efface jamais l'empreinte qu'elle porte. La nature humaine laisse toujours des traces. Elle ferma le livre et le rangea soigneusement dans son tiroir. La veille de Noël, Rose Hill se retrouva à l'église. Les bougies vacillaient, les voix des enfants s'élevaient pour chanter des chants de Noël, et la grande-rue brillait de 1000 feux. La neige avait commencé à tomber, se déposant doucement sur les toits et étouffant le bruit des pavés sous les pieds. Miss Marple se tenait parmi ses voisins, le visage serein, les yeux brillants à la lueur des bougies. Elle chantait les anciens cantiques avec une émotion sereine, le cœur ému par la beauté de l'instant, et par la certitude que même au cœur de la fragilité humaine, il y avait toujours de l'espoir, toujours du renouveau. Une fois la cérémonie terminée, elle rentra lentement chez elle dans la neige, son châle serré sur ses épaules. À son chalet, elle alluma le feu, mit la bouilloire à bouillir et s'installa dans son fauteuil avec son tricot. Les flammes dansaient, l'horloge tic-taquait, les aiguilles cliquetaient, et elle songea comme souvent que les villages, comme les gens, ont leurs cicatrices. Mais ils se réparent, point après point, jusqu'à ce que le motif se tienne à nouveau. Les noms arrachés,
Les vies perdues, les scandales murmurés, tout cela faisait partie du tissu. Et elle, Jane Marple, serait toujours là pour remarquer, écouter et, si nécessaire, tisser l'aiguille qui recousait la vérité. Dehors, la neige tombait régulièrement, enveloppant Rose Hill d'un silence aussi profond que le pardon.